Mesdames et messieurs, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui Albert Grossbetter, qui est professeur à la faculté des sciences et en fait qui est directeur du service de chronobiologie, des choses comme ça. N'est pas 10 heures? Ah non, oui, c'est vrai, on commence trop tôt. 10h moins 2. Moi, il est 10 heures, mais il paraît qu'on attend quelques De minutes. toute façon, oui, de toute façon, moi je commence. Alors, Albert Grossbetter est un chimiste de formation. La chimie mène à tout. Mais en fait, comme il a travaillé, il a fait son mémoire de licence et son doctorat en service de Prigogine, il s'est tout naturellement tourné vers une chimie théorique. Et en fait, ces travaux poursuivent un vieux rêve, n'est-ce pas, de Donder. De Donder, après avoir fait de la mathématique et puis de la physique mathématique, il rêvait une chimie mathématique. Et je me demande si Grossbetter ne va pas plus loin parce qu'il est occupé à préparer dans ses travaux une sorte de biologie mathématique, puisque dans l'analyse des rythmes circadiens, on doit utiliser pas mal de concepts mathématiques et en fait pas mal de choses qui se présentent par des équations. Alors son parcours est tout de même très varié parce qu'il a fait un postdoc, après son doctorat, il a fait un postdoc de 2 ans au Weizmann Institute et puis passé 2 ans à Berkeley, à l'université de Berkeley. Il est l'auteur d'un nombre impressionnant de publications, auteur ou co-auteur, et jetant un coup d'œil sur Internet, j'ai vu qu'il y avait quelque chose comme 190 publications, quelque chose d'un nombre tout à fait impressionnant. Cela étant, bon, comme vous vous doutez, sa spécialité, c'est les rythmes cellulaires, les rythmes circadiens, etc., ça nous allons en avoir. Il est membre de l'Académie royale des sciences et a été directeur de la classe des sciences pendant 2 ans. Dans son curriculum, je relève aussi qu'il a été titulaire de la chaire Franchi à Liège. Et bien entendu, il a été professeur militaire aussi à différentes universités, dont l'université de Pierre et Marie Curie à Paris. Et il est l'auteur de plusieurs livres, tous consacrés au rythme biologique. Le dernier en date, c'est 2010, je crois. Et en 2010, il a précisément été couronné, je dirais, par le Fonds national de la recherche scientifique, par le prix quinquennal de l'Élu. Donc, nous avons un personnage de première grandeur, et je crois qu'il est aussi un bon orateur, donc je vais tout de suite la parole. Il est 10h02. Merci beaucoup Jean pour cette très aimable introduction. Je suis très heureux d'être ici pour vous parler d'un sujet qui a des ramifications multiples, qui vont effectivement des sciences de la vie à la modélisation mathématique, mais aussi à la chimie et à l'impact sociétal. Parce que s'il y a bien un phénomène rythmique qui caractérise l'être vivant et qui a des implications sociétale, donc chez l'homme, c'est bien l'horloge circadienne. Alors, d'abord, il n'y a pas une horloge, il y a évidemment des horloges biologiques. Et ça, je vais vous montrer que les rythmes biologiques couvrent des périodes extrêmement variées. C'est une œuvre que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est le sculpteur allemand qui s'appelle L'heure de tous, et c'est devant la gare Saint-Lazare à Paris. Et vous voyez qu'il y a effectivement cette multiplicité d'horloges se retrouve dans le domaine des rythmes du vivant. Parce que si on classe les rythmes biologiques en fonction de la période, en partant des rythmes les plus rapides jusqu'aux rythmes les plus lents, il y a les rythmes neuronaux,
donc la période est une fraction de seconde, le rythme cardiaque, une seconde environ. Il y a des oscillations du calcium intracellulaire, seconde jusqu'à la minute, des oscillations biochimiques. L'oscillateur mitotique, c'est l'oscillateur qui fait tourner le cycle de division cellulaire, et on travaille sur ce sujet. Et là, j'en parlerai pas, mais là, la période va d'une dizaine de minutes à 24 heures ou plus. La plupart des hormones sont sécrétées de manière pulsatile. Les rythmes circadiens, c'est le sujet dont je vous parlerai aujourd'hui, ont une période de l'ordre de 24 heures. Et tous ces rythmes-là, qui sont marqués d'un astérisque, se produisent déjà au niveau d'une cellule. Pas nécessairement une cellule isolée, mais ce sont des rythmes cellulaires. Et puis, au niveau supracellulaire, il y a le cycle ovarien, donc le cycle menstruel chez la femme, les rythmes annuels, j'en parlerai un peu aujourd'hui, parce qu'ils sont liés au rythme circadien, puis les rythmes en écologie, en épidémiologie, et il y a des rythmes qui vont jusqu'à la centaine d'années. Donc, au cours d'une vie, on peut observer le phénomène une fois, et il faut compter sur les suivants ou les précédents pour décrire la périodicité. Alors, connaît-on des rythmes uniquement en biologie? Non, on en connaît également en chimie. Et beaucoup de phénomènes biologiques, bien entendu, ont une nature chimique. Et ça, je vous montre un exemple de la fameuse réaction chimique de Belousov-Jabotinsky. Jabotinsky est le chercheur qui a retravaillé sur la réaction de Belousov. Pour la petite histoire, Jabotinsky faisait sa thèse avec un professeur en Russie qui s'appelait le professeur Schnoll. Et c'était deux frères. Et donc, il a eu la bonne idée de lui suggérer de travailler là-dessus parce que c'est devenu le prototype de réaction chimique oscillante. C'est une réaction qui, lorsqu'on la met donc dans un Erlenmeyer, eh bien, en fonction du temps, avec un indicateur coloré, on voit que ça passe du bleu au rose, et puis de nouveau au bleu. La période est de l'ordre d'une vingtaine de secondes. Et c'est une réaction chimique oscillante. Voilà l'article. Belousov a eu toutes les peines du monde à publier son article. Il a dû le publier dans les proceedings d'une conférence de médecine nucléaire. Et bien entendu, c'est Prigogine qui s'intéressait beaucoup aux phénomènes périodiques qui a donné une impulsion à l'étude de ces phénomènes rythmiques en chimie. Ça, c'est l'article qu'il a publié avec Radu Belescu. C'est un article vraiment qui a fait date sur les phénomènes cycliques dans la thermodynamique des processus irréversibles. Ça date de 1956. J'ai eu la chance d'entrer dans le service de Prigogine, c'était en 1969, et parce qu'il s'intéressait, m'avait dit Claude Georges, son professeur qui donnait le cours de mécanique quantique, Prigogine s'intéressait à la biologie, j'ai donc été le voir, et j'ai travaillé, je pensais faire mon mémoire, mais j'y suis resté parce que c'était évidemment des sujets passionnants. Alors pourquoi y a-t-il des oscillations? Eh bien, dans les systèmes biologiques, pourquoi y en a-t-il tellement? Parce que la réaction chimique que j'ai montrée, c'est un cas assez isolé. Alors qu'en biologie, comme je vous ai montré, il y a des rythmes à tous les niveaux d'organisation biologique. Parce que les systèmes biologiques sont caractérisés par les régulations. Les régulations, d'un point de vue mathématique, introduisent des non-linéarités, qui elles-mêmes conduisent à des instabilités, et les oscillations sont un des phénomènes d'auto-organisation temporelle qui se produisent au-delà d'un point d'instabilité. Ce que je vais vous montrer, c'est que c'est le cas pour l'horloge circadienne. L'horloge circadienne peut être étudiée de cette manière-là. Donc ce sont les régulations qui sont à la base de ces phénomènes. Et j'en viens à l'horloge circadienne. Alors, les rythmes circadiens sont connus, bien entendu, depuis fort longtemps. Le nom, par contre, a été donné seulement dans les années 1960. Il vient du latin circa dies, environ un jour. Ce sont les rythmes qui ont une période de l'ordre de 24 heures. Et c'est en botanique qu'on a observé les premiers rythmes circadiens. Et je vais vous montrer, bien entendu, que chez l'être humain, il y a, et les autres organismes, il y a également beaucoup de rythmes circadiens. Le rythme circadien joue un rôle essentiel. Alors, si je clique là-dessus, en principe, ce qu'on va voir, c'est le mouvement des feuilles au cours de 24 heures. Ça va durer 10 secondes. Et vous allez voir, c'est fait donc par un chercheur de l'Indiana. Donc, oups, non, ça ne marche pas. Hélas. Oui, est-ce que ça va marcher? Non. Je l'ai encore pourtant installé hier, mais c'est assez capricieux. Bon, ce qu'on voit, c'est que les feuilles s'abaissent et s'élèvent au cours de la journée. Évidemment, le jour suivant, ça arrive aussi, donc c'est un phénomène périodique qui a une période de 24 heures. Alors, ces rythmes sont étudiés depuis fort longtemps, et Aschoff, qui est un chercheur allemand,
qui a joué un rôle de premier plan dans l'étude de ces rythmes, notait qu'une des caractéristiques les plus claires de l'adaptation de la vie sur Terre, c'est la capacité de la plupart des espèces de modifier, de moduler leur comportement sur une base de 24 heures. Pourquoi? Parce que la rotation de la Terre sur son axe donne l'alternance du jour et de la nuit. Et l'alternance du jour et de la nuit est une donnée fondamentale de l'environnement terrestre. Et la vie doit s'adapter à cette alternance. Et c'est ainsi qu'au cours de l'évolution, on a vu l'émergence d'un comportement rythmique. La question, c'est de savoir si ce comportement rythmique est endogène ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il est produit par les organismes, ou bien est-ce que les organismes sont couplés passivement à l'alternance du jour et de la nuit. Donc il y a ça comme donnée de l'environnement, mais bien entendu, il y a aussi le cycle des saisons. Il y a deux données de l'environnement terrestre qui sont l'alternance du jour et de la nuit et l'alternance des saisons. Et ces deux phénomènes périodiques de l'environnement, environnementaux, ont suscité l'émergence de comportements adaptés. D'une part les rythmes circadiens, d'autre part les rythmes annuels. Et je dirais quelques mots donc des rythmes annuels, parce qu'ils sont souvent liés au rythme circadien. Et un sujet d'étude actuel, c'est comment sont-ils liés. Alors avant ça, bon, évidemment l'alternance du jour et de la nuit, je vais l'illustrer simplement par quelques illustrations. J'ai trouvé des bouteilles de vin que je n'ai jamais ouvertes parce que le vin doit être assez piètre, mais l'étiquette est pas mal. Et on voit le renversement du jour et de la nuit d'ailleurs, chose qu'on peut faire en laboratoire actuellement assez facilement. Mais évidemment, on connaît l'œuvre de Magritte. L'Empire des Lumières, lui, il a réalisé évidemment la synthèse des deux simultanément. Et il y a plusieurs versions de l'Empire des Lumières. J'en montre seulement deux, il en a peint beaucoup, et c'est un tableau vraiment splendide. Mais ce n'est pas le seul peintre qui s'est intéressé à ça. Il y a entre autres Antonio Segui, qui, dans les années récentes, et ça c'est malheureusement pas un des plus beaux, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet, mais j'ai vu des tableaux de lui où il a l'alternance du jour et de la nuit. Et quelque chose de très récent, c'est une exposition de Léon Vuidard, qui est encore visible ce week-end à Bruxelles, et il fait des collages, et voilà, il en a fait un sur le jour et la nuit. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si les rythmes circadiens sont endogènes ou exogènes. Ça, bien entendu, c'est l'appellation contemporaine. Est-ce que ces rythmes sont produits par les systèmes eux-mêmes, ou sont-ils dus au couplage avec l'environnement périodique? Puisque l'alternance du jour et de la nuit représente un environnement périodique. Alors, le premier scientifique qui s'est posé la question, c'est Jean-Jacques d'Orthous de Meyran. D'Orthous de Meyran, vous remarquez qu'ils se ressemblent tous à cette époque-là. Mais bon, ça aussi j'ai trouvé sur Internet. D'Orthous de Meyran, il a la particularité d'avoir été à la fois membre de l'Académie des sciences, il a été secrétaire perpétuel dans les années 1740, et aussi membre de l'Académie française. Alors j'ai trouvé son discours de réception à l'Académie française, prononcé en 1700, vous voyez ça mieux que moi, 43. Et donc ça s'appelle « De l'union de l'érudition avec le talent de la parole ». Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'il écrit ici en dessous. Ne séparons donc point l'art de parler du fond nécessaire pour parler dignement. Le dieu de l'éloquence et de la poésie est celui-là même qui préside aux sciences, qui connaît les mouvements et la structure des cieux et qui les chante sur sa lyre. Voilà, donc c'est un texte très beau, assez lyrique. Et donc de Meyran, voilà un livre qu'il a écrit par exemple en 1749, donc sur dissertation sur la glace. Voilà, c'est d'Orthous de Meyran, l'un des 40 de l'Académie française, de l'Académie royale des sciences, etc. Alors, j'en parle ici aujourd'hui parce que c'est lui qui est l'auteur du tout premier article sur les rythmes circadiens. Et c'est un article remarquable parce qu'il a 2 paragraphes et il dit beaucoup de choses. Donc son idée était la suivante. Il avait observé qu'une plante, la sensitive, c'est la plante, lorsqu'on touche les rameaux, il se replie, s'abaisse et s'élève au cours de la journée. Et il s'est interrogé sur la nature de ce mouvement. Est-il dû à la plante elle-même, endogène, pour employer le terme actuel, ou exogène? Et il a eu l'idée simple de placer la plante à l'obscurité et de vérifier, j'imagine en envoie avec des bougies la nuit, si ça continuait. Alors voilà ce qu'il écrit. On sait que la sensitive, ça a été publié dans l'histoire de l'Académie royale des sciences, c'est l'ancêtre des comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris. On sait, et c'est évidemment l'orthographe de l'époque,
On sait que la sensitive est héliotrope, c'est-à-dire que ses rameaux et ses feuilles se dirigent toujours vers le côté d'où vient la plus grande lumière. Et l'on sait de plus qu'à cette propriété qui lui est commune avec d'autres plantes, elle en joint une qui lui est plus particulière. Elle est sensitive à l'égard du soleil ou du jour. Ses feuilles et leurs pellicules se replient et se contractent vers le coucher du soleil, de la même manière dont cela se fait quand on touche la plante ou qu'on l'agite. Mais M. de Mérans, c'est écrit à la troisième personne parce qu'on a communiqué son article, c'est en 1729. Mais M. de Mérans a observé qu'il n'est point nécessaire pour ce phénomène qu'elle soit au soleil ou au grand air. Il est seulement un peu moins marqué lorsqu'on la tient toujours enfermée dans un lieu obscur. Elle s'épanouit encore très sensiblement pendant le jour et se replie ou se resserre régulièrement le soir pour toute la nuit. Donc ça, c'est lorsqu'on la met à l'obscurité. Donc le rythme persiste. Conclusion, dont il dit « L'expérience a été faite sur la fin de l'été et bien répétée. » Et la phrase clé est « La sensitive sent donc le soleil sans le voir en aucune manière. » Et ce qui est remarquable, c'est qu'il fait le lien avec l'être humain. Et cela paraît avoir rapport à cette malheureuse délicatesse d'un grand nombre de malades qui s'aperçoivent dans leur lit de la différence du jour et de la nuit. Et puis, là, c'est le programme de recherche, et certaines des expériences qu'il suggère ont été réalisées 250 ans plus tard. Il serait donc curieux d'éprouver si d'autres plantes, dont les feuilles ou les fleurs s'ouvrent le jour et se ferment la nuit, conserveraient comme la sensitive cette propriété dans des lieux obscurs. Si on pourrait faire par des fourneaux plus ou moins chauds, un jour et une nuit qu'elles sentissent, si on pourrait renverser par là l'ordre des phénomènes du vrai jour et de la vraie nuit, à l'époque c'était impossible, puisqu'il y avait des bougies. Donc maintenant, évidemment, au laboratoire, ça se fait couramment. Et puis, mais les occupations ordinaires de M. Mérans ne lui ont pas permis de pousser les expériences jusque-là, et il se contente d'une simple invitation aux botanistes et aux physiciens, qui pourront eux-mêmes avoir d'autres choses à suivre. Donc il en laisse un peu pour les autres, et la marche de la véritable physique, qui est l'expérimentale, ne peut être que fort lente. Et c'est un texte vraiment étonnant, parce qu'il dit beaucoup de choses en peu de mots, et il montre donc que les rythmes sont une propriété des plantes endogènes. Alors, quelles sont les propriétés des rythmes circadiens? D'abord, on les observe chez tous les eucaryotes, donc tous les organismes vivants, et même certains prokaryotes, les bactéries, aussi les organismes vivants bien entendu, ont des rythmes circadiens. Ils peuvent être entraînés. Ça, c'est une propriété fondamentale. Je vais y revenir. L'entraînement, c'est la capacité qu'a le système s'il oscille avec une période, mettons, de 23 heures. Lorsqu'il est placé dans un environnement périodique de 24 heures, il passe de 23 à 24 heures. Il est entraîné par le cycle lumière-obscurité ou bien par la température. Puis la génétique a été très étudiée, ils sont extrêmement précis. Il y a la compensation de température. Ça, c'est une propriété qui les différencie des autres rythmes biologiques. Quand on augmente la température, la période reste quasiment constante. C'est assez logique d'une certaine manière d'un point de vue biologique, parce que si on avait une autre période circadienne en hiver et en été, ce serait assez ennuyeux. Donc il y a cette stabilisation de la période par rapport à la température, phénomène très étudié. Et puis ils ont une nature cellulaire. C'est un phénomène qui se produit au niveau cellulaire. Alors donc c'est en botanique qu'on connaît les premiers exemples. Voilà un autre exemple. C'est une horloge florale de Linné qu'il a proposée en 1759. Et il est écrit ici, donc ici à gauche, de 6 h du matin à midi, elle s'ouvre le matin. C'est en allemand, c'est écrit quelque part, oui ici, voilà c'est là. Et puis elle se ferme l'après-midi. Et à chaque heure, il y a une autre fleur. Donc on pouvait, pour ceux qui connaissaient la botanique, déterminer l'heure du jour en fonction de l'ouverture ou de la fermeture de certaines plantes. Mais c'est la drosophile qui a fourni le premier organisme qui a été étudié du point de vue expérimental en détail. Et la drosophile, depuis plus d'une centaine d'années, est un organisme modèle, c'est la mouche du vinaigre. En anglais, fruit fly. Vous connaissez peut-être la phrase de Groucho Marx, time flies like an arrow, fruit flies like bananas. C'est une phrase très profonde sur le temps. Et eh bien, cette drosophile est un organisme d'étude en biologie des développements, mais également c'est avec cet organisme qu'a commencé l'étude moléculaire des rythmes circadiens. Alors je vais vous montrer seulement 2 diapositives, 2 images des résultats fondamentaux obtenus dans l'étude moléculaire des rythmes circadiens. Premièrement, ça c'est un article fondateur de 1971 de Ron Konopka qui faisait sa thèse au Caltech et Seymour Benzer, un généticien fameux. Et ils ont montré que la mouche du vinaigre, la drosophile, a un rythme circadien d'activité. Comment est-ce qu'ils font ça? Ils prennent une mouche et ils la mettent dans un tube à essai.
Et puis ils mettent ce tube à essai dans l'obscurité constante. Et ils enregistrent le mouvement, de manière automatique, le mouvement de la mouche. Quand la mouche reste sur place, elle ne bouge pas, elle se repose. D'ailleurs, la drosophile est maintenant un organisme modèle dans l'étude du sommeil, hein, puisque le repos chez la drosophile correspond au sommeil. Alors, donc ça, c'est 2 jours successifs par ligne horizontale, puis les 2 jours suivants, les 2 jours suivants. Et là, la phase sombre, c'est la phase d'activité. Et on voit que activité-repos, si, dans l'obscurité constante, si les colonnes étaient exactement verticales, eh bien, ce serait 24 heures exactement. Or, elles sont décalées vers la droite. Vous voyez qu'il y a un décalage progressif. Donc, la période est de 24 heures plus quelques minutes. Donc, légèrement. C'est pour ça qu'on appelle ça un rythme circadien, autour de 24 heures. Mais, ce qu'ils ont montré, c'est qu'en soumettant ces mouches à la mutagénèse, par des radiations, ils ont obtenu un mutant qui avait une période de 19 heures. Et un autre mutant avait une période de 28 heures. Donc on peut altérer la période du rythme circadien dans l'obscurité constante, avoir un mutant court ou un mutant long. Et ce qu'ils ont montré, c'était que c'était le même gène qui était muté. Et comment ont-ils appelé ce gène? Ils l'ont appelé période, PER. Et c'est un gène fameux, c'était un des premiers exemples où la mutation d'un gène, une mutation ponctuelle, donc une seule mutation, affectait le comportement physiologique de l'organisme. Hein, la mouche, au lieu d'avoir un rythme de 24 heures, avait un rythme de 19 heures ou 28 heures. Alors, donc, en biologie moléculaire, ce qui se passe, ça c'est une cellule, avec le noyau de la cellule, il y a des gènes. Chaque gène est finalement traduit en protéines, mais avant ça, il y a un intermédiaire qu'on appelle l'ARN messager. L'ARN messager, c'est une copie de l'ADN, c'est un acide ribonucléique, c'est un ARN, et c'est l'information, donc, est d'abord transcrite, ça c'est la transcription, et puis il quitte le noyau, et dans le cytoplasme, c'est le milieu extranucléaire, il y a la traduction en protéines. Alors donc, ils ont identifié un gène père, et puis ils se sont interrogés sur la manière dont il est exprimé. Donc on mesure l'ARN messager, et on mesure la protéine, pour voir comment ça varie au cours de la journée. Et ça a pris 20 ans pour être fait. Et c'est le travail, maintenant on saute à 1994, et c'est le travail du groupe de Rosbach à l'université Brandeis, près de Boston. Et qu'est-ce qu'ils ont montré? Ça, c'est 24 heures. Généralement, on représente ça comme 12 heures de lumière, 12 heures d'obscurité. Ils ont d'abord fait l'expérience dans l'obscurité constante. Et puis, ils ont refait l'expérience dans un cycle 12 heures de lumière, 12 heures d'obscurité. On appelle ça le cycle LD, Light Dark. Donc, on voit qu'il y a 2 courbes. En fait, il y en a 4. Deux paires de courbes. Ça, c'est l'ARN messager. Dans l'œil et dans le cerveau de la drosophile. Il faut faire des homogénars, et puis on mesure, et on voit qu'il y a un pic par 24 heures. On voit ça dans l'obscurité constante. Et puis, on refait l'expérience en lumière-obscurité, et on voit que le pic se situe quelques heures après la transition lumière-obscurité. Donc, on a une information sur la phase. Et la phase de l'horloge circadienne est très importante. Je vais y venir par la suite. La phase par rapport au cycle lumière-obscurité. En allemand, le cycle lumière-obscurité s'appelle Zeitgeber, le donneur de temps. Beaucoup de ces termes sont allemands parce que les Allemands ont joué un rôle de premier plan dans l'étude des rythmes. J'ai cité le nom de Jürgen Aschoff. Donc voilà, il y a un pic de l'ARN, et puis quelques années plus tard, en 1994, ils ont montré que la protéine, maintenant ils ont dosé la protéine, il y a également une synthèse avec un pic par 24 heures. Mais il y a une relation de phase entre la protéine et l'ARN messager. C'est assez logique d'une certaine manière, parce que la protéine vient toujours après, puisque je vous ai montré que le gène est transcrit en ARN, et messager, puis traduit en protéine. Donc, c'est logique, mais seulement, ce qui est inattendu peut-être, c'est que l'ARN diminue quand la protéine augmente. Donc, on voit que la montée de la protéine cause un abaissement du message, de l'ARN messager. Et ça suggère que le mécanisme repose sur une régulation négative. Donc, la protéine réprime l'expression du gène, un feedback négatif. Alors, cette idée de feedback négatif qui donne des oscillations, ils ne le mentionnent pas dans le papier, mais elle n'était pas neuve. Les ingénieurs chimistes connaissent ça depuis pas mal de temps. Et puis, il y a aussi un chercheur qui s'appelle Brian Goodwin, qui, donc, 10 ans plus tôt, enfin, quelques années plus tôt, il s'intéressait beaucoup aux phénomènes périodiques, et il avait proposé un système de 3 équations différentielles. Alors, il n'avait pas proposé ça pour les rythmes circadiens, il s'intéressait aux rythmes métaboliques.
Mais vous voyez, ce sont des équations assez simples, linéaires, sauf la première. Ici, on a x, donc il y a un schéma x donne y donne z. Et le produit final z inhibe la synthèse de x, une rétroaction négative. C'est pour ça que vous avez z au dénominateur. Et donc, ça, c'est la seule non-linéarité. Donc, quand z augmente, le produit final, la synthèse de x diminue. Et vous voyez qu'au début, il y a beaucoup de x qui donne y, qui donne z, mais quand z augmente, il fait diminuer x, donc x diminue, alors y diminue, z diminue. On voit en mots comment on peut avoir des oscillations. Et il a intégré ça au calculateur analogique, et il a trouvé des belles oscillations entretenues. Problème, 3 ans plus tard, un mathématicien anglais, Griffiths, publie une étude analytique où il montre, en utilisant la théorie des inégalités et de la stabilité linéaire, qu'il ne peut pas y avoir d'oscillation entretenue dans le système. C'est donc, le résultat de Goodwin est un artefact. Pourquoi un artefact? Parce que le calculateur analogique, qui revient à faire un câblage d'un système électrique qui correspond aux équations différentielles, fait intervenir des erreurs d'arrondi. Donc, ce n'est pas très précis. Si à l'époque on avait utilisé, d'ailleurs on peut le faire maintenant, bien entendu, des calculateurs digitaux, on ne trouve pas d'oscillation entretenue dans le système. Griffiths montre que pour avoir des oscillations entretenues, il faut porter z à la puissance 8 ou une puissance supérieure. Donc, actuellement, on utilise toujours ce modèle, mais avec z exposant 9. Mais c'est une non-linéarité très forte, et biologiquement, elle n'est pas très plausible. Mais la raison pour laquelle il faut une telle non-linéarité, ici, c'est que tout le reste est linéaire. Et je vais vous montrer que d'autres modèles, où les autres termes sont non linéaires, d'une façon assez douce d'ailleurs, lèvent cette contrainte du modèle de Griffiths. Mais c'est un modèle qui reste très utile, et il avait attiré l'attention sur l'idée que la rétroaction négative peut donner des oscillations. Alors, voilà le mécanisme tel que proposé par Rosbach. Il y a un gène, le gène père, qui est transcrit en ARN messager, qui est traduit en protéine, et la protéine exerce une rétroaction négative sur la transcription. Autorégulation négative. Cette idée reste au cœur du mécanisme des rythmes circadiens dans la plupart des organismes étudiés actuellement. Bien que ça se complique un peu, comme je veux vous le montrer. Je vais vous parler brièvement d'abord de modélisation. Donc, dans la première partie, puisque je comprends que c'est en 2 parties, je ne sais pas si on s'arrête au milieu, dans la première partie, je vais plutôt vous parler de modélisation et du lien avec les rythmes annuels. Et dans la deuxième partie, de toutes les conséquences, y compris biologiques et sociétales, des rythmes circadiens. Et je terminerai d'ailleurs en évoquant la problématique du changement d'heure, qui est liée évidemment à l'horloge circadienne. Alors, la modélisation, en fait, elle s'est faite en plusieurs phases. Parce que, au début, les données concernaient uniquement la drosophile, et puis par la suite, on est passé aux mammifères, ce qui nous concerne plus directement. Et l'intérêt... Alors, pour la drosophile, il y a des mutants. Je vous ai déjà parlé de ces mutants courts ou mutants longs. Mais chez les mammifères, et chez l'homme en particulier, il y a des mutations aussi, mais qui se traduisent par des syndromes, donc des troubles physiologiques. Et les plus intéressants sont ceux qui sont liés au sommeil ou à la dépression. Et donc, j'en parlerai par la suite dans la deuxième partie de l'exposé. Mais donc, voyons comment on peut modéliser. Alors, le modèle de Goodwin, comme je disais, n'avait pas été proposé pour l'horloge circadienne, mais donc, en 1994 paraissent ces résultats de Rosbach et de son groupe. Et donc, moi, je m'intéressais à cette question, je voulais modéliser ça. Donc, j'ai pris un modèle relativement simple, qui est déjà plus compliqué que le schéma que j'ai montré. Donc, dans le noyau, il y a la transcription du gène, qui donne l'ARN. Ça, c'est hors du noyau. L'ARN est traduit en protéines. Alors, ce que je vous montre, c'est le schéma du modèle, mais j'insiste sur le fait que, pour faire des modèles comme ça, il y a différentes échelles de description, bien entendu. Si on s'intéresse à la synthèse des protéines, c'est un processus extrêmement compliqué, qui comprend des dizaines et des dizaines d'étapes. Mais le but du modèle n'est pas de décrire en tout le détail possible ce processus. Le but du modèle est de comprendre quels sont les comportements dynamiques associés à la régulation négative. Donc ici, on fait une hypothèse simple, que la synthèse de protéines a une vitesse proportionnelle à la quantité d'ARN messager. C'est donc linéaire. Je vais vous montrer les équations. Puis, entre-temps, on avait découvert le fait que quand la protéine est synthétisée, elle est modifiée chimiquement. Donc, il y a un phénomène de régulation cellulaire extrêmement important
qui, quand moi j'ai fait mes études, on n'en parlait pratiquement pas. Et puis, c'est devenu, ça a émergé, bien entendu, comme étant un mode de régulation majeur, c'est la phosphorylation des protéines. Donc, on peut modifier une protéine en ajoutant un groupement phosphate, ou en ajoutant 2. Ici, on en ajoute 2, ou plus. Et cette modification chimique module l'activité de la protéine. Par exemple, un enzyme, il peut être actif ou inactif. Et une façon de l'activer, c'est par exemple d'ajouter un groupement phosphate. Et il y a ça, c'est une enzyme qui fait ça, une kinase, et il y a une autre enzyme qui catalyse la réaction inverse. On appelle ça une phosphatase. Et donc, on en trouve des centaines dans le métabolisme cellulaire, et elles jouent des rôles vraiment fondamentaux, y compris dans le cycle de division cellulaire, par exemple. Donc, quand la protéine est phosphorylée de manière multiple, mais le plus petit nombre de phosphorylations multiples, c'est 2. Eh bien, on arrive là, et qu'est-ce que ça fait, la phosphorylation? On ne le savait pas. Donc l'hypothèse ici a été de dire qu'il faut phosphoryler cette protéine paire pour la dégrader. Et c'est en fait effectivement le cas. Il faut la phosphoryler pour la dégrader, et puis elle entre également dans le noyau. Lorsqu'elle est dans le noyau, elle inhibe l'expression du gène. Donc on a bien un phénomène d'autorégulation négative de l'expression du gène par la protéine qui est produite à partir de l'ARN qui est obtenu par transcription du gène. Alors, mathématiquement, ce sont les dernières équations que je vais vous montrer, mais parce que les autres sont du même type. Donc, on utilise des équations différentielles ordinaires, parce que la cellule, on la représente comme une espèce de réacteur bien mélangé. On ne s'intéresse pas, pourtant ce sont des phénomènes extrêmement importants, à la compartimentalisation. Ici, on a 2 compartiments, noyau et milieu cytosolique, extracellulaire, extranucléaire, mais il n'y a pas de diffusion des protéines. On suppose que le mouvement cellulaire, intracellulaire, mélange tout instantanément. Et c'est remarquable de voir comme cette hypothèse marche bien. Donc ici, on a les variables. C'est quoi? Ce sont les concentrations de l'ARN messager, grand M, de la protéine paire, à l'état nu, si on veut, non phosphorylé, puis monophosphorylé, P1, P2 biphosphorylé et PN nucléaire. Et donc ça, c'est le terme important de synthèse, l'expression du gène, c'est-à-dire, vous voyez que l'expression, donc, vous voyez que ce terme-là, lorsque PN, la protéine nucléaire, augmente, ce terme tend vers 0, puisqu'on a PN qui augmente, au dénominateur, donc ce terme diminue. Graphiquement, ça s'est allurci. Graphiquement, ça c'est la vitesse d'expression du gène en fonction de PN. Elle est maximum quand PN est nul, et puis elle va vers 0 quand PN augmente. Mais elle va vers 0 d'une façon coopérative. Vous voyez que le coefficient N ici, on appelle ça le degré de coopérativité, il peut être, ici il est égal à 4. Mais c'est plus N augmente, plus ici la transition est raide. À la limite, ça tend vers une courbe en escalier. Quand N tend vers 20, 30, bon, ce n'est pas physiologique. Physiologiquement, on connaît des nombres de N de l'ordre de 2 à 4, par exemple. Mais ça, c'est une fonction qui s'appelle la fonction de Hill. Hill est un physiologiste anglais qui a proposé cette fonction aux alentours de 1910 pour la liaison. Il y a 2 types de fonctions de Hill, une pour l'inhibition, comme ici, et une pour l'activation. Et il étudiait ça dans le cadre du comportement de l'hémoglobine, de la fixation de l'oxygène à l'hémoglobine. Voilà, alors les autres fonctions, eh bien ça, c'est M sur K plus M. C'est une fonction hyperbolique donc, qui augmente et qui va vers un plateau. Quand M est très grand, ça va vers 1. Ça, c'est typiquement une cinétique enzymatique. Et ça porte le nom de Michaelis et Menten. Michaelis et Menten étaient 2 chercheurs allemands qui ont proposé cette équation en 1913. Et il faut souligner que Menten était une femme, Maud Menten, qui est devenue par la suite professeure de biochimie à l'Université de Toronto. Et donc, c'est l'équation, la fameuse équation de Michaelis-Menten. Ce sont des équations qui assurent une certaine stabilité. Vous voyez que c'est non polynomial. Si on avait des termes en M ou M carré simplement, ça explose parfois. Ici, ça explose jamais, parce que ça tend vers une valeur maximum de saturation. Et donc, quand on intègre ces 5 équations différentielles, il y a beaucoup de paramètres. Les paramètres là sont les vitesses des réactions, et on ne les connaît pas expérimentalement. Il faut encore les déterminer, mais on peut faire un choix raisonnable. Ce qu'on trouve, c'est qu'on a des oscillations entretenues. M, c'est la courbe en rouge, c'est l'ARN messager. Et ici, les différentes formes de la protéine paire, P0, P1, P2, Pn. Et puis, en bleu interrompu,
la protéine totale, et vous voyez que la protéine totale, il y a un délai par rapport à l'ARN messager. Et quand on porte dans l'espace des phases la dynamique donc, du système, c'est-à-dire par exemple l'ARN messager en fonction de la protéine totale, eh bien, le système évolue vers une courbe fermée. Alors, la courbe fermée, elle est parcourue en exactement une période. Donc, si on est ici et qu'on tourne, il y a un sens de rotation, on revient là en une période exactement. Et cette courbe, elle peut être atteinte au départ de n'importe quelle condition initiale. Par exemple, de l'intérieur du cycle ou de l'extérieur. Et cette courbe porte le nom de cycle limite. Alors, le cycle limite représente donc un mode de comportement périodique extrêmement robuste. Parce que si on perturbe le système sans changer la valeur des paramètres, mais en changeant la condition initiale, on retourne vers la même courbe avec une autre phase. Et ça a été introduit en mathématiques par Henri Poincaré dans un contexte totalement différent dans les années 1880. Et voilà un autre exemple de cycle limite. Jean Maouin, je pense, a fait un exposé ici même, au mois de décembre, je pense. Malheureusement, j'ai été pris moi-même par un exposé ce jour-là, mais je l'ai déjà entendu parler de ce sujet. Et il a publié d'ailleurs cet article dans le bulletin des classes des sciences de l'Académie l'année passée. Donc l'article qui est remarquable est disponible. Alors, à quoi ça sert de faire un modèle? Parce que ça, c'est une question qu'on entend souvent. Eh bien, un jour, un référé d'un journal dans lequel on avait soumis un article, c'est ce qu'il nous a dit. Il a dit, à quoi ça sert de faire un modèle? On sait qu'il y a un rythme. Donc, comme on dit en anglais, what's the point? Eh bien, une propriété importante du modèle, c'est de montrer que les oscillations entretenues se produisent dans un domaine de l'espace des paramètres, dans des conditions bien précises. Si on prend par exemple un paramètre qu'on appelle un paramètre de contrôle, comme la dégradation de la protéine paire, eh bien, il y a deux valeurs critiques. En dessous de cette valeur critique inférieure, il y a un état stationnaire stable. Au-dessus de cette valeur critique, ici, il y a un état stationnaire stable. Et c'est entre les deux valeurs que l'état stationnaire est instable et que le système évolue vers des oscillations entretenues. Alors, donc ça, c'est une notion extrêmement importante. Et la description verbale du mécanisme ne permet pas d'atteindre cette conclusion. Puisque verbalement, une régulation négative, on peut toujours expliquer qu'il y a des oscillations. Mais dans certains cas, bien entendu, moi je ne parle ici que d'oscillations entretenues, il y a aussi des oscillations amorties, hein, dont l'amplitude décroît au cours du temps et tend vers zéro. Mais bien entendu, pour expliquer l'horloge biologique, il faut recourir à des oscillations entretenues. Alors, les choses sont plus compliquées, parce que quelques années plus tard, on est ici en 1996, pardon, 4 laboratoires, simultanément, publient des résultats qui montrent qu'il y a un autre gène qui est impliqué. Il n'y a pas seulement le gène père, il y a un autre gène qu'ils appellent TIM, T-I-M, c'est quoi là, TIM? TIM pour timeless, donc il a perdu le sens du temps. Et c'est le complexe père-TIM, c'est le complexe père-TIM qui fait la régulation négative, ce n'est pas la protéine père toute seule. Mais, chose intéressante, jusqu'à présent je n'ai pas parlé de l'effet de la lumière, parce qu'on ne connaissait pas l'effet de la lumière. On sait que la mouche peut être entraînée par un cycle lumière-obscurité, mais comment agit la lumière? Et ces articles montrent que la lumière agit en induisant la dégradation de la protéine TIM, cette nouvelle protéine qui a été découverte. Pas directement, ce n'est pas parce que la protéine est photosensible. Non, il y a induction par des photorécepteurs de l'expression de certains gènes qui interviennent dans la dégradation de la protéine TIM. Donc, dans phase lumineuse, la vitesse de dégradation est plus grande. Et donc, ça n'a pas échappé aux chercheurs, par exemple Rosbach, que ça donne un mécanisme pour l'entraînement par la lumière. Alors, bien entendu, il faut incorporer ça dans le modèle, et le modèle se complexifie. Alors, vous reconnaissez ici en dessous le modèle numéro 1. Donc, avec ici le noyau, la transcription du gène père, l'ARN, puis la protéine qui est phosphorylée. Mais maintenant, on fait la même chose pour le gène TIM, qui est transcrit en ARN messager, qui est traduit en protéine, qui est phosphorylée. Et c'est le complexe entre les deux, TIM2, père 2, ça c'est le complexe qui va dans le noyau et qui réprime, donc qui fait l'interaction négative. Maintenant, il y a une famille de modèles, parce qu'on pourrait très bien supposer, faire l'hypothèse, que le complexe n'est pas entre TIM2 et père 2, mais entre père 1 et TIM1, ou entre père 0 et TIM0, ou entre père 0 et TIM2. Il y a une combinatoire. Et bon, alors là, la raison pour laquelle on a pris cette hypothèse-là, c'est que vous voyez que dans cette hypothèse-là, les phosphorylations font partie de la boucle négative.
C'est-à-dire qu'il faut d'abord transcrire le gène, traduire la protéine, phosphoryler, avant de faire le complexe qui va dans le noyau. Donc on retarde l'effet de la rétroaction négative. Et on sait très bien que dans une boucle de rétroaction négative, il y a deux choses qui favorisent les oscillations. D'une part, donc, la rétroaction négative elle-même, et d'autre part, le délai. Donc un délai, et ici le délai, eh bien, il a nature chimique, hein, puisque il faut d'abord traduire, transcrire, puis traduire la protéine, puis la phosphoryler, et c'est alors seulement qu'on entre dans le noyau. Donc, si on faisait l'autre hypothèse, on trouverait aussi des oscillations, mais dans un domaine plus petit. Oui. C'est la même enzyme qui fait la phosphorylisation du côté? Non, pas nécessairement. Non. Ici, on l'a identifié, là, on ne l'a pas identifié. Ici, la kinase s'appelle double time, DBT. Et donc, quand on incorpore... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc, dans ce modèle, maintenant, on peut incorporer l'effet de la lumière. Il est là. Ça, c'est la vitesse de dégradation de la protéine TIM. Eh bien, ce paramètre VDT, eh bien, il va augmenter dans la phase lumineuse, et puis dans la phase obscure, il sera plus faible. Donc, l'hypothèse, c'est par exemple qu'on va doubler la valeur du paramètre, et voilà, ça c'est ce qu'on fait dans un cycle lumière-obscurité. Le paramètre VDT, il est élevé dans la phase lumineuse, le rectangle blanc, il est faible et constant dans la phase obscure. Et donc c'est une onde carrée. Et si on prend dans la phase obscure une valeur faible constante de ce paramètre, on a des oscillations, c'est le cycle limite. Mettons la période ici est 23 heures. Eh bien, lorsqu'on l'entraîne par un cycle de 24 heures, la période est de 24 heures. Ça, c'est l'entraînement. C'est la propriété fondamentale des rythmes circadiens. C'est ça qui nous permet d'être en phase avec l'alternance du jour et de la nuit. Parce que ça, c'est pour la drosophile, mais la même chose existe chez l'être humain. Alors, on peut comparer aux données expérimentales. Je passe très rapidement. Une chose qu'on fait, par exemple, c'est de prendre une mouche dans le noir. Et à différents moments des oscillations, on peut lui donner un pulse de lumière. Et ce qu'on observe, c'est qu'à certaines phases, on va faire une avance de phase, à certaines phases, on va faire un retard de phase, et à certaines phases, il n'y a pas de changement de phase du tout. Donc voilà par exemple dans le modèle ce résultat. Ça, c'est sans perturbation. La verticale, ça donne la référence. Ici, on perturbe à ce niveau-là, et dans le modèle perturbé par un pulse de lumière, revient à augmenter la vitesse de dégradation de la protéine TIM de manière transitoire pendant 2 heures. Et donc ici, on perturbe lors de la montée de cette variable, la protéine TIM phosphorylée, et on voit qu'on provoque un délai. Si on le fait un peu plus tard, on provoque une avance. Si on le fait là au minimum, il n'y a pas de déphasage. Ça, c'est logique, parce que si ici, il y a très peu de protéines TIM, eh bien, ça n'a aucun effet d'augmenter la vitesse de dégradation, elle est déjà dégradée. Donc, on rassemble ces résultats, le déphasage en fonction de la phase à laquelle on perturbe, et on trouve une courbe en continu. L'expérience numéro 1, c'est un délai. L'expérience numéro 2, donc ici, c'est une avance. L'expérience numéro 3, c'est 0 déphasage. Et ça, c'est une courbe qu'on appelle la courbe de réponse de phase. Vous voyez, cette courbe-là, je vais vous montrer maintenant, elle va apparaître dans les deux autres, dans le schéma suivant, en trait plein, comparé aux expériences. Ça, c'est la courbe qu'on obtient. Elle est là, c'est la courbe en trait continu. Et les points rouges sont les points expérimentaux chez la drosophile, quand on donne des pulses de lumière. Et donc, ça, c'est la même chose pour le mutant en cours. Donc, le modèle peut rendre compte de manière qualitative et, dans une certaine mesure quantitative, des données expérimentales. La modélisation mathématique, parfois, donne des surprises. Par exemple, dans ce modèle à 10 variables, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait 10 variables dans ce modèle, on trouve un attracteur étrange. Celui-ci est particulièrement beau, ça veut dire c'est une espèce de bigoudi, et cet attracteur étrange correspond à du chaos. Est-ce qu'on connaît expérimentalement du chaos dans les rythmes circadiens? C'est un chaos qu'on dit autonome, parce qu'il ne résulte pas, ici c'est dans l'obscurité constante, il n'y a pas de forçage, la question reste ouverte. Mais ça se produit bien entendu dans un petit domaine de l'espace des paramètres. Alors, vous connaissez sans doute ces livres de CMP, rien n'est simple, tout se complique. C'est souvent le cas dans biologie, parce que, bien entendu, de nouvelles expériences révèlent, donc apportent des lumières sur de nouveaux composants. Et en particulier, et ça c'est là où on en est actuellement, bien que ça date de 1999, on sait maintenant que ce n'est pas une régulation négative directe, mais indirecte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a deux protéines qu'on appelle cycle et clock,
on est toujours dans le domaine des cycles, cycle et clock, qui sont en fait des activateurs. Et ces deux protéines forment un complexe qui induit l'expression du complexe PER-TIM. Lorsque PER et TIM, ça c'est les gènes, les ARN messagers, lorsque les PER et TIM, les protéines sont synthétisées, elles se lient aux activateurs cycle et clock pour faire un complexe inactif. Donc on a une régulation négative indirecte. D'abord, il y a les activateurs, cycle et clock, qui induisent PER et TIM, et lorsque PER et TIM sont synthétisés, ils inhibent les activateurs. Donc, est-ce que ça fait une différence? Oui, ça peut faire une différence, parce que si on isole des mutants de cycle ou de clock, on peut très bien perturber l'horloge, et ce qu'on ne comprendrait pas si on regardait uniquement ce qui se passe au niveau de PER et TIM. Alors, les modèles dont j'ai parlé sont des modèles déterministes, parce qu'on décrit par des équations différentielles ordinaires ce qui se passe, mais un physicien français très créatif qui s'appelle Stan Laidler, qui travaille maintenant à Rockefeller, a écrit un papier il y a 10 ans environ, très bref, dans Nature, où il posait la question, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a du bruit moléculaire? C'est-à-dire lorsqu'il y a peu de molécules. Peut-être qu'il n'y a pas tellement de molécules d'ARN messager dans la cellule, peut-être quelques dizaines ou quelques centaines, ou de protéines. Est-ce que ces modèles déterministes sont encore valides? La réponse est non. Dans son papier, il montrait effectivement, il prenait un de nos modèles, et alors il montrait que ça ne donnait pas un comportement très robuste, en présence du bruit, en faisant ce qu'on appelle des simulations stochastiques. Eh bien, et il proposait des mécanismes alternatifs. Ça nous a conduit à étudier cette question, et donc on est retourné à ce modèle-là, à 5 variables, et c'était le travail de Didier Gonze, ici dans notre groupe. Et on a étudié ça au moyen de simulations stochastiques. Donc, il y a des programmes qui ont été mis au point par un chercheur qui s'appelle Gillespie, qui permettent de faire ça, et voilà le résultat qualitatif. Donc, ça, maintenant, on parle en nombre de molécules. Et ici, on a les nombres de molécules nucléaires de la protéine PER, et ici de l'ARN. Et vous voyez qu'ici, en moyenne, on a, mettons, une centaine ou un peu moins de molécules d'ARN. Et là, quelques centaines de molécules de protéines. La courbe en blanc, c'est le cycle limite déterministe. Mais au lieu d'avoir le cycle limite déterministe, on a un nuage de points. Plus il y a de molécules, plus ce nuage est étroit. Et il tend asymptotiquement vers le cycle limite déterministe. Donc ça veut dire que l'approche déterministe donne déjà une très bonne image de la dynamique du système. Alors, qu'en est-il des mammifères? Donc, la drosophile a été étudiée, je le disais, dès les années 1990 en termes de biologie moléculaire, et 10 ans plus tard, les travaux de biologie moléculaire ont porté sur les mammifères. Et chez les mammifères, il y a également une horloge circadienne, et on sait où elle se trouve. Elle se trouve à la base du cerveau, dans les noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus est ici, et les noyaux suprachiasmatiques, ce sont des ensembles de neurones, d'environ de quelques milliers de neurones, qui se trouvent ici, et ces neurones-là, on sait qu'ils sont le siège de l'horloge circadienne, ce qu'on appelle le pacemaker. Donc, on sait depuis que les autres organes du corps ont également des horloges circadiennes, par exemple le foie, le cœur, les reins. Tout ça, ce sont des données qui datent des 8 dernières années. Et encore plus récemment, on a montré que ces horloges périphériques, qui sont liées par des signaux, par des neurotransmetteurs ou des hormones, à l'horloge centrale, sont capables d'être découplées. Par exemple, en altérant le cycle de nutrition. On peut très bien, en altérant le cycle de nutrition, changer la phase entre les noyaux suprachiasmatiques et, par exemple, le rythme circadien des cellules du foie. Mais ça, on sait depuis longtemps que c'est l'horloge centrale. Comment est-ce qu'on a trouvé ça? Premièrement, chez l'homme, il y avait certaines tumeurs du cerveau qui étaient localisées au niveau d'un nœud suprachiasmatique, et les patients perdaient la rythmicité circadienne. Chez l'homme, le rythme circadien, c'est le cycle de nutrition, le cycle veille-sommeil. J'y reviendrai. Autre chose, on sait qu'il y a un lien neuronal direct entre les noyaux suprachiasmatiques, les NSC, en anglais SCN, et la rétine. C'est par là que passe l'information lumineuse. Donc ça, on le sait depuis les années 1960. Donc voilà l'horloge, le siège de l'horloge circadienne. Alors, du point de vue moléculaire, est-ce que le mécanisme est différent par rapport à la drosophile? Non, il est très semblable. Il est très similaire. Voilà, mais chez les... donc ça, c'est un papier qui date de 2000.
qui montre que dans le noyau, il y a des gènes pairs. On retrouve le gène pair, mais il y en a 3 copies. Pair 1, pair 2, pair 3. Et puis pair ne fait pas un complexe avec Tim, comme chez la drosophile. Il fait un complexe avec un autre, le produit d'un autre gène qui s'appelle CRY, C-R-Y. Et il y en a 2, CRY 1, CRY 2. Alors, donc, il y a 2 inducteurs, clock, comme chez la drosophile, et B-1 au lieu de cycle. Et clock B-1 induisent les gènes pairs, et CRY, et lorsque les protéines paires et CRY forment un complexe, elles inhibent clock B-1. C'est la même régulation négative indirecte que chez la drosophile. Alors, voilà une version simplifiée. Donc, on a clock B-1, les inducteurs, qui induisent l'expression de pair et CRY. Lorsque les protéines paires et CRY sont synthétisées, elles inhibent l'effet d'activation. Ça, c'est l'autorégulation négative indirecte. Et la lumière, chez la drosophile, la lumière induit la dégradation de la protéine Tim. Ici, elle induit l'expression du gène pair. Donc, c'est aussi encore une différence. Et puis, il y a une autre boucle de régulation négative de clock B-1 sur Hellman. Et donc, on peut étudier un modèle. Donc, ça, c'est un modèle simplifié. Voilà, je n'insiste pas là-dessus. C'est le schéma. Ça vous montre simplement que les modèles deviennent de plus en plus complexes. C'est le modèle plus détaillé qu'on a étudié avec Jean-Christophe Leloup, donc en 2003, et qui comprend 19 variables. Donc, 19 équations différentielles. Mais ce système de 19 équations différentielles, eh bien, il donne des résultats similaires. Voilà, par exemple, les oscillations entretenues en DD, en obscurité constante, et dans un cycle lumière-obscurité. Donc on a le même type de comportement. Je veux simplement maintenant insister sur une propriété de ce modèle qu'on n'avait pas prévu, mais qui s'explique clairement. Vous voyez que ce qu'on peut faire, c'est tester l'effet d'une suppression de la protéine paire. Dans un modèle, ça se fait simplement. On va supposer que la synthèse de la protéine paire a une vitesse nulle. Donc on va supprimer cette boucle négative. Et quand on fait ça, eh bien, de manière assez logique, on supprime les oscillations. Voilà donc les ARN au cours du temps, B-1 ou pair. Donc on a supprimé la boucle ici, exercée par pair. Mais quand on change un autre paramètre dans ces conditions, on trouve quand même des oscillations. Alors ça c'est mystérieux à première vue, et ça suggère qu'il y a des sources multiples d'oscillations. D'où vient le deuxième oscillateur? Donc on a supprimé cette boucle, on a supprimé les oscillations, mais en fait il y a un deuxième oscillateur dans le système, il est là. Pourquoi? Parce que clock B-1, par son auto-inhibition, peut également donner des oscillations. C'est comme dans le premier modèle dont j'ai parlé, du gène pair, quand le gène pair était tout seul. Donc, et on ne sait pas à l'heure actuelle si cette boucle-là donne dans des conditions physiologiques des oscillations aussi. Mais ça illustre une propriété des systèmes de régulation complexes de contenir de multiples sources d'oscillations potentielles. Et généralement, ces mécanismes sont couplés de manière très très forte, de telle sorte qu'ils ne s'expriment pas de manière indépendante. Ils sont synchronisés de manière interne. Et ça, mais quand on les découple, comme ici, on peut mettre en évidence l'existence de ce phénomène. Alors, avant de m'arrêter, je m'arrête dans 10 minutes à peu près, je vais simplement vous parler, faire le lien avec les rythmes saisonniers. Alors, bon, ça c'est un tableau de Pierre Leschinski qui était à l'exposition, exposé à l'exposition qu'il y a eu au Musée Royaux il y a 2-3 ans, je pense, 2 ans. Un très grand tableau, 2,70 m sur 5, qui s'appelle Les jours rallongent. Et ça, c'est évidemment une donnée de l'environnement très importante, c'est qu'au cours de l'année, ce qui caractérise les cycles saisonniers, c'est la variation de la photopériode. La photopériode, c'est la durée de la phase lumineuse, au cours de 24 heures. Donc il y a des jours courts en automne-hiver et des jours longs au printemps et en été. Et cette photopériode, qui varie, va contrôler des rythmes saisonniers, comme par exemple le rythme de la floraison, le rythme de reproduction chez les mammifères, et également la migration de certains insectes, comme les papillons monarques. C'est 3 exemples que je veux brièvement évoquer, parce qu'il y a un lien avec l'horloge circadienne. Alors, prenons la floraison. Donc, la floraison est contrôlée à la fois par la photopériode et la température. Ici, je regarde simplement la variation de la photopériode. Donc, la photopériode va contrôler la phase de l'horloge circadienne. Je vous ai montré qu'un pulse de lumière peut déphaser l'horloge circadienne. Eh bien, de la même manière,
quand on varie la durée de la phase lumineuse, au lieu de prendre 12 heures, LD, on peut prendre 8 heures, 14 heures, 8 heures, 16 heures, ou bien 16 heures, 8 heures. Et la phase du rythme circadien va varier en fonction de la durée de la phase de la photopériode. Et il y a un chercheur donc, allemand, Georges Kuplan, qui a montré que en jour long, long days, ou jour court, short days, on a une réponse différente. On a pu identifier certains gènes, comme par exemple le gène CO, c'est Constance, donc ça c'est un photorécepteur. Lorsque la lumière, ça c'est la phase lumineuse, voilà le profil circadien, donc au cours de 24 heures, du produit de ce gène. Lorsque le maximum a lieu dans la phase lumineuse de ce photorécepteur, tandis qu'ici il n'a pas lieu dans la phase lumineuse, il induit l'expression, un pic dans le gène CO, qu'on ne voit pas en jour court. Et lorsque ce pic a lieu, il y a synthèse donc, expression de ces gènes-là, qui conduit finalement à l'expression d'un gène qui s'appelle FT, Flowering Time, le temps de floraison. Donc, ici, il va y avoir la cascade qui mène à la floraison, tandis qu'ici, il ne va pas y avoir la floraison. Donc, ce qui est clé, c'est la phase de l'horloge circadienne par rapport au cycle lumière-obscurité. En jour long, on déclenche des réponses qui ne sont pas observées en jour court. Et ça explique le contrôle de réponse saisonnière qui est fondé sur ce qu'on appelle un mécanisme de coïncidence. Je pense que... Oui, c'est ce qui est écrit ici. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de coïncidence entre la phase de l'horloge circadienne et la photopériode. Alors ça, c'est ce qu'on trouve donc pour la floraison. Pour le contrôle de la reproduction chez les mammifères, eh bien, on trouve quelque chose de similaire. Donc, on sait, je vais vous le montrer, que dans beaucoup d'espèces de mammifères, la reproduction est saisonnière. Les animaux sont programmés pour naître au printemps, quand la nourriture est abondante. Dans l'espèce humaine, c'est moins clair, mais je vais revenir à ça. Donc, voilà la mélatonine, c'est une hormone qui est impliquée non seulement dans le cycle veille-sommeil, elle induit le sommeil, mais également dans le contrôle de la reproduction. La question qui se pose, c'est de savoir s'il existe une horloge annuelle ou bien si on a une modulation du rythme circadien par la photopériode. Et dans beaucoup d'espèces annuelles, donc, voilà le comportement en jour long et en jour court. Donc ça, c'est la phase d'obscurité. La mélatonine est synthétisée pendant la nuit. Donc, en jour court, voilà la synthèse de mélatonine. On a vraiment une durée prolongée où la mélatonine est élevée. Tandis qu'ici, on a une durée courte. Eh bien, cette durée courte ne permet pas l'activité de reproduction, tandis que celle-ci la permet. Bon, il y a beaucoup d'inconnus dans tous ces mécanismes. On ne les connaît pas en détail, hein, mais ce sont des sujets, bien entendu, d'études très détaillées. Ce qui est remarquable, c'est que ça, c'est un travail qui est repris d'une équipe de l'INRA en France, l'Institut national de la recherche agronomique. Ils étudient donc le contrôle saisonnier de la reproduction. Alors, les naissances, chez différentes espèces, voilà les espèces ici, le cheval, la chèvre, le mouton, mouflon, sanglier, vison. Donc la progéniture naît au printemps. Hein. Ça c'est mars, avril, mai. Ça c'est la période de naissance. Mais bien entendu, le temps de gestation est différent chez ces espèces. Il y en a chez lesquelles ça dure 9 ou 10 mois, et d'autres chez lesquelles c'est beaucoup plus court. Et ce qui est très intéressant, c'est que celles qui ont la période de gestation la plus grande ont une activité reproductrice décalée au printemps, tandis que d'autres, c'est plutôt en automne et en hiver, lorsque la période de gestation est faible. Et donc il y a des mécanismes de régulation remarquables qui font que dans certaines espèces, c'est plutôt en jour court, et dans d'autres espèces, c'est en jour long. Qu'est-ce qui détermine ce basculement entre jour court et jour long? C'est pas encore connu en détail, mais c'est, je trouve, un exemple saisissant de ce que l'évolution est parvenue à faire pour arriver à ce but-là, finalement, à ce résultat plutôt, qui est de faire naître au printemps. Alors, il y a des conséquences dans l'élevage de ces techniques. Par exemple, certaines espèces ont une portée par an. Il serait intéressant, lorsque la durée de la gestation est faible, évidemment, il faut que ce soit plus petit que 6 mois. Mais pour en avoir 2 par an, comment peut-on faire? Eh bien, une équipe de l'INRA près de Tours, à Nausilly, module
module la photopériode de manière artificielle. Ça, c'est la photopériode naturelle chez la brebis. Et ça, c'est la période de reproduction. Et vous voyez que, bon, c'est à peu près donc, septembre à novembre qu'il y a la période de production. Et donc, ça c'est l'été, jour long, et puis jour court, et puis jour, à nouveau on va vers les jours longs. Donc, il réalise des variations tous les 3 mois, avec 2 cycles donc, de variations jour court, jour long. Et ils arrivent à doubler le nombre de portées par an. Il y a évidemment une importance économique très grande, puisqu'ils arrivent, et c'est quand même relativement naturel, hein. Ce n'est pas trop invasif, puisqu'il n'y a pas de... Bon, ça se discute. Ça se discute. Bon, mais en tout cas, on peut faire la même chose avec des implants de mélatonine d'ailleurs. Alors, dernier exemple avant que je m'arrête, c'est la migration de certains insectes. Il y a un des plus beaux exemples de migration d'insectes, c'est la migration du papillon monarque du Canada vers le Mexique. Ça, ce sont les zones de migration, Canada et États-Unis, vers le nord du Mexique. L'identification du lieu vers lequel ces papillons migrent a été faite il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a quelques dizaines d'années, et c'est dans des montagnes du nord du Mexique, dans des forêts, donc il parcourt des milliers de kilomètres, en 2 mois et demi, 4000 kilomètres, et c'est un papillon qui a une envergure, je crois, de 10 cm, donc ils sont très beaux, et il y a d'ailleurs des écoles qui comptent le nombre d'exemplaires, enfin c'est suivi de manière assez précise, et avec la participation de pas mal de gens. Et donc, le laboratoire qui étudie ça se trouve à Boston, donc ici. Donc, ils étudient, ça c'est important, puisque donc, les papillons se dirigent vers le sud-ouest. Ils ont eu l'idée d'étudier le rôle de l'horloge circadienne dans la migration de ces papillons. Alors, au cours des 10 dernières années, ça c'est un papier qui date de 2003, donc on est arrivé à attacher ces papillons pour essayer de suivre la direction dans laquelle ils s'envolent. Et ils ont pris 3 groupes. Donc ici, ils éclairent les papillons donc, de 7h à 19h, c'est ça? Oui, c'est ça. 7h à 19h. Et donc ça, c'est le cycle lumière en obscurité normal. Et puis, ils déterminent la direction dans laquelle ils s'envolent, de Boston, et effectivement, ils vont vers le sud-ouest. Ils vont dans la direction de là où ils doivent aller, au Mexique. Puis, ils prennent un autre groupe de papillons à la même époque, donc, et ils les soumettent à un cycle lumière-obscurité déphasé pendant quelques jours. Donc, ils les exposent à la lumière de 1h du matin à 13h. Et puis, ils les laissent s'envoler et ils voient que la direction est tout à fait différente. Donc, en fait, ils partent vers le sud-est. Et puis, ici, ils les mettent en lumière constante et pendant quelques jours, avant de les laisser s'envoler. Et là également, la direction, et c'est un compromis entre les deux. Donc, l'horloge circadienne, la phase de l'horloge circadienne est utilisée par les papillons pour déterminer la direction de l'envol. Le mécanisme fin n'est pas encore déterminé, mais Repert donc travaille activement sur cette question. Alors, je vais m'arrêter maintenant, mais pour vous dire ce dont je vais parler dans la deuxième partie, je vais vous montrer que l'horloge circadienne, en fait, bon, il y a un impact à la fois physiologique et sociétal. Les troubles du sommeil, on en connaît de fort intéressants, bon, même si, évidemment, je ne vais pas parler des insomnies, parce que ça, c'est pas clair du tout, il y a des causes multiples aux troubles du sommeil. Je vais parler de ceux qui sont liés au dysfonctionnement de l'horloge circadienne. Le décalage horaire, les rythmes scolaires. Il y a pas mal de choses à dire sur la question, est-ce que les rythmes scolaires sont adaptés à l'horloge circadienne des adolescents? Poser la question, c'est y répondre, j'ose dire. Un lien avec les troubles de l'humeur, avec certains types de cancers, en particulier le travail de nuit, qui a des implications qui sont très étudiées. Je dirais quelques mots de la chronopharmacologie avant de passer au problème du passage à l'heure des cours. Donc, comme je vais m'arrêter à midi moins quart, comme ça on pourra avoir des questions et des réponses. Donc, je vous prie de m'excuser alors si je ne passe certaines d'IA dans ce que je vous montrais, pour permettre d'avoir des questions et des discussions par la suite. Donc, l'idée ici, dans la deuxième partie, serait de parler...
tableau. Le tableau. Oui, c'est ça. Voilà, c'est mieux, effectivement, merci. Donc, serait d'évoquer certains phénomènes liés à l'horloge circadienne et qui nous concernent dans notre vie de tous les jours. Alors, bon, je vais assez rapidement évoquer ceci. Donc, troubles du sommeil, décalage horaire, peut-être pas dans l'ordre d'ailleurs, rythme scolaire, troubles de l'humeur, lien avec le cancer, le risque de développer des cancers, chronopharmacologie et passage de l'heure d'été. Alors, donc, c'est certainement avec les troubles du sommeil et la chronopharmacologie que les liens sont les plus forts. La chronopharmacologie, j'en dirai quelques mots par la suite. On sait que les rythmes circadiens donc, se produisent dans les noyaux suprachiasmatiques, mais donc dans l'hypothalamus, mais que dans l'hypophyse, non pas dans la glande pinéale ici, l'épiphyse, est synthétisée la mélatonine. Et la mélatonine est synthétisée pendant la nuit. Ça, c'est donc le jour et la nuit. C'est un schéma qui montre que la mélatonine, j'en ai déjà parlé, est synthétisée pendant la phase nocturne. Et c'est une hormone qui induit le sommeil. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut prendre éventuellement quand on revient des États-Unis vers l'Europe en avion. Si on a envie de se remettre en phase, c'est utile de prendre de la mélatonine. Le problème, c'est que la mélatonine, c'est une molécule simple qui n'intéresse pas l'industrie pharmaceutique. Et donc, on n'en trouve pas et en Europe. Et donc, aux États-Unis, on en trouve, mais le problème, c'est que c'est considéré comme un additif alimentaire. Donc, il faut encore être sûr qu'elle est bien, et que c'est bien ce qu'on prend. Donc, et donc, n'empêche que c'est quelque chose donc, qui est utile. Moi, personnellement, ça m'arrive d'en prendre pour me remettre en phase et ça marche assez bien. Alors, la température corporelle varie également. Ça, c'est elle baisse pendant la nuit. C'est pour ça que c'est indiqué de ne pas chauffer trop une chambre à coucher parce qu'il faut que la température s'abaisse pour avoir un bon sommeil. Et puis, avant le réveil, le cortisol, l'hormone de stress, augmente pour préparer l'organisme à la journée qui va commencer. Donc, il y a des variables qui changent au cours du cycle lumière-obscurité avec un lien avec le sommeil. Et il y a des liens avec des troubles du cycle veille-sommeil. Alors, le sommeil, en fait, il a deux composantes. Il y a une composante circadienne et puis une composante qu'on appelle homéostatique. Homéostatique dans le sens que si, par exemple, on passe une nuit blanche, la nuit suivante, on aura tendance à dormir plus longtemps pour récupérer. Donc, il y a un phénomène de récupération. Mais je m'intéresse maintenant uniquement à la composante circadienne. Et il y a à peu près 10 ans, un des articles les plus remarquables que je connaisse dans le domaine a été publié dans la revue Science. Et dans cet article, il s'intéressait à un syndrome qui s'appelle le syndrome familial d'avance de phase du sommeil. Alors, c'est quoi? Ça a été étudié aux États-Unis sur plusieurs générations. Les personnes affectées par ce syndrome tombent de sommeil à 7h30 du soir. Donc, ils vont dormir à 7h30 et ils se réveillent à 4h30 du matin. Donc, c'est plus fort qu'eux. Leur phase de sommeil doit commencer à 7h30. Et donc, la durée du sommeil est normale, 7h30 jusqu'à 4h30 du matin. Seulement, ils sont avancés de, mettons, 3 heures. Hein, il y a une certaine variabilité. Et les auteurs de cette étude, ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont mis le doigt sur la mutation qui cause ce trouble du cycle veille-sommeil. Et ce qui est remarquable, donc, c'est qu'en fait, c'est une protéine de l'horloge circadienne. Je vous ai parlé des protéines paires. Eh bien, la protéine paire 2, il y en a 3, paire 1, paire 2, paire 3. H, c'est human, donc c'est la protéine paire 2 chez l'être humain, a une mutation, et cette mutation donne une phosphorylation réduite. La phosphorylation, c'est l'adjonction d'un mouvement phosphate. Donc, il y a des conséquences en cascade. Parce qu'il y a moins de phosphorylation, la période qui est mesurée du cycle circadien chez ces gens-là, chez ces personnes atteintes du syndrome, c'est un syndrome, ce n'est pas une maladie. Hein. On peut très bien vivre avec ça, c'est ennuyeux simplement. Eh bien, chez ces personnes, la durée, la période autonome en obscurité constante est de 23 heures. Donc elle est réduite. J'ai oublié de vous dire que chez l'être, dans la population en général, en moyenne, c'est 24h30. Elle est légèrement plus grande. On le sait depuis les expériences aussi de Michel Siffre, qui s'était isolé dans une grotte en 1962. Il a écrit un livre qui s'appelle Hors du temps. Et donc, puis à Harvard, après, il y a eu des études très détaillées. C'est un peu plus, d'habitude, c'est un peu plus que 24 heures en obscurité constante. Mais là, c'est moins. Et parce que c'est moins, la phase, je vous ai dit que la phase par rapport au cycle lumière-obscurité
dépend des paramètres de l'horloge, eh bien la phase est avancée. Et donc en fait, le syndrome d'avance de phase du sommeil, eh bien, il y a une diminution de la phosphorylation de la protéine paire 2, qui donne une décroissance de la période en obscurité constante, et lors de l'entraînement par le cycle de lumière-obscurité, la phase avance de plusieurs heures. Alors on étudie ça dans le modèle qu'on a développé, parce que dans le modèle qu'on a développé, l'enzyme qui phosphoryle la protéine paire s'appelle la caséine kinase en epsilon. Eh bien, quand on diminue son activité, on peut montrer que la période diminue et la phase avance. Ça, c'est le travail qui est fait par Christophe Leloup. Alors, le modèle, en fait, pour vous montrer que c'est pas toujours de tout repos, enfin, c'est jamais de tout repos, c'est assez compliqué parfois, c'est assez frustrant. Pendant 6 mois, on a été bloqué dans l'étude de ce modèle parce qu'on n'avait pas d'entraînement. Donc, on n'arrivait pas à entraîner le modèle d'horloge circadienne par le cycle lumière-obscurité. Et je vous rappelle que chez les mammifères, la lumière agit en induisant l'expression du gène père. Et voilà, donc alors on a étudié ça, on a fini par comprendre à quoi c'était dû. Donc, bien qu'on augmentait la vitesse de phosphorylation, eh bien, on n'arrivait pas à avoir un entraînement. Ça, c'est en fonction d'un autre paramètre, qui est la vitesse de synthèse de la protéine Cri. Je vous rappelle que la protéine Cri fait un complexe avec père. Et ça voulait dire qu'on avait pris des valeurs de paramètres telles qu'il n'y avait pas assez de protéine Cri. Et la lumière induisait l'expression du gène père, la protéine père était synthétisée, elle se liait au peu de Cri qu'il y avait, et puis il n'y en avait pas assez, elle s'accumulait. Et parce qu'elle s'accumulait, on avait en fait ceci. C'est que, ça c'est sur 21 jours, il y a une phase grise, c'est la nuit, le blanc c'est le jour, la protéine père augmentait, diminuait en cause de sa dégradation pendant la nuit, mais pas suffisamment, et alors ça faisait une montée en escalier, ça finissait par redescendre, mais donc il y avait une périodicité lente. Ça, ce sont des oscillations dites quasi-périodiques. Et il n'y avait pas d'entraînement par la période circadienne. Et ben, on s'est interrogé, une fois qu'on a compris ça, on a compris comment il fallait faire pour avoir l'entraînement, et puis on s'est quand même demandé, s'il est si simple dans le modèle de ne pas avoir d'entraînement, est-ce que ça existe dans la nature? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas entraînés par l'horloge circadienne? Alors c'est vrai chez les aveugles. Les aveugles ne sont pas entraînés par l'horloge circadienne, puisqu'ils ne sont pas sensibles au cycle de lumière-obscurité. Donc ils sont en roue libre. Et alors, il y a des moyens de synchroniser l'horloge. La mélatonine, par exemple. On peut prendre de la mélatonine à une certaine heure et qui remet en phase. Ou bien il y a le réveil matin. Hein, le réveil matin, bon, qui est les contraintes sociales. Mais ce phénomène existe et on l'appelle, en anglais, Non-24-Hour Sleep-Wake Syndrome. Donc c'est un syndrome tel que les personnes qui sont atteintes, qui sont voyantes donc, eh bien elles vont dormir chaque fois une autre heure. Hein, donc elles sont en libre cours. Et parfois ce sera à 5 h du matin qu'elles iront dormir, mais 2 semaines plus tard ce sera à 3 h de l'après-midi, et ça dérive continuellement. Il y a une espèce de dérive. Et en fait, il y a quelques années, j'ai eu un étudiant que je voyais parfois au cours et parfois pas. Et donc, je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a expliqué que parfois, il y avait des maux de tête terribles quand il devait se forcer à se lever pour venir au cours. Parce que, sans doute, c'est une hypothèse, il avait un syndrome de ce type-là, qu'il n'était pas lié donc, au cycle lumière-obscurité. J'ajoute que c'est peu fréquent, hein, c'est très peu fréquent. De même que le syndrome d'avance de phase du sommeil. Ce qui est plus fréquent, c'est le syndrome miroir de délai, de retard de phase du sommeil. C'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas aller dormir avant 2 h du matin et qui dorment jusqu'à midi. Et donc, ils ont un décalage dans l'autre sens. Eh bien, une hypothèse, c'est peut-être qu'au lieu que la protéine père soit moins phosphorylée, peut-être qu'elle est plus phosphorylée. Ce n'est pas impossible. Donc, je donne un alibi à tous ceux qui souffrent de... Et j'ajoute d'ailleurs qu'il y a une distribution continue. Je parle pour l'instant des extrêmes, mais je vais revenir à ça. C'est lié à la question de ceux qui sont du matin et ceux qui sont du soir. Je vais y revenir. Donc, voilà, au Japon, par exemple, eh bien, c'est très étudié, je ne sais pas pourquoi, mais par exemple ici, patient, ça c'est publié dans un journal qui s'appelle Sleep, Patient with Non-24-Hour Sleep-Wake Syndrome. Alors, passons maintenant au problème de la performance scolaire chez les adolescents. C'est un sujet d'étude très prisé, et puis voilà, par exemple, dans le journal Pediatrics, il y a une revue qui date de 2005, qui étudie l'impact des rythmes scolaires. Alors on sait fort bien que
la durée du sommeil est différente le week-end et pendant la semaine. Bien entendu, le week-end, on est plus libre de dormir la durée nécessaire. Et donc voilà par exemple le week-end ici, tandis que ça c'est pendant les jours de la semaine. Et ça c'est en fonction des mois de l'année. Ça oui, ça c'est septembre. Donc en fait on voit qu'il y a une différence importante. Hein, ce qui peut de l'ordre de 100 minutes c'est pratiquement 1 à 2 heures. Et la mélatonine, donc le pic de la phase de mélatonine donne également une idée donc de la phase de sommeil. Et en fonction de la puberté, à mesure que l'adolescent avance en âge, il y a plusieurs phases, eh bien on voit que le pic de mélatonine est retardé. Donc la phase de sommeil a tendance à être retardée. Alors ça a été étudié de manière très détaillée au cours des 10 dernières années par un chercheur allemand, Till Rodeberg, qui a mis sur Internet, qui a mis au point un questionnaire qui se trouve sur Internet pour déterminer le chronotype. Et il a déjà reçu plus de 60 000 réponses au plan international. Ce qui fait qu'il a des données remarquables et qui lui permettent d'avoir des courbes, comme vous voyez, qui sont très belles. Et qu'est-ce que c'est que le chronotype? C'est l'heure médiane de la phase de sommeil. Par exemple, quelqu'un qui va dormir à minuit et qui se réveille à 8 heures du matin, il a un chronotype de 4 heures. Et si ceux qui vont dormir à 10 heures, eh bien, et qui se réveillent, mettons, à 6 heures, ils sont avancés d'une heure. Donc ça permet donc de... Voilà la courbe qu'il a. Donc 4 heures, je disais, la moyenne c'est aux alentours de 3-4 heures. Mais il y en a, ceux-là sont les couches tôt et ceux-là sont les couches tard. Donc il a cette distribution. Alors, ça c'est avant 21 ans, vous voyez que c'est plus tardif. Hein, et puis ça a tendance à devenir plus précoce en fonction de l'âge. C'est étudié, donc ça c'est, certains sont donc du matin ou du soir, et voilà donc les courbes très intéressantes, garçons et filles, hein, ou bien plutôt femmes et hommes, en fonction de l'âge. Donc ça c'est 10 ans jusqu'à 60 ans, ou plus. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a une phase donc, où le chronotype varie très fort, et devient de plus en plus tardif. Donc l'heure d'endormissement survient de plus en plus tard, entre 10 ans et ce point-là, qui se trouve aux alentours de 20 ans. Et puis il y a une cassure, et puis tout au cours de l'existence par la suite, on a tendance à aller dormir de plus en plus tôt. Alors, donc il y a une différence entre femmes et hommes, mais on voit le même pattern. Et ça a conduit Rodeberg à écrire un article avec un titre provocateur où il propose que ce chronotype représente un marqueur pour la fin de l'adolescence. Pour lui, la cassure ici serait la fin de l'adolescence. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette partie-là, c'est précisément celle des études. C'est la partie où les enfants vont d'abord à l'école primaire, puis secondaire, puis à l'université. Et est-ce qu'on tient compte de ce facteur dans les horaires scolaires? Ça, c'est la question. Alors, des études ont montré que la vigilance donc, varie en fonction de la journée. Par exemple, ça, c'est le temps de réponse. Plus les cours, plus la vigilance est grande, l'après-midi et le matin. Et donc, il y a un rythme de vigilance qui existe. Et donc, cette étude conclut que les heures de début de cours à l'école high school, c'est l'école secondaire, contribuent à un déficit de sommeil chez les adolescents et que les élèves fonctionnent mieux l'après-midi que tôt le matin. Bien entendu, il faut faire attention à ne pas trop généraliser. Je vous ai montré qu'il y a ceux du matin et ceux du soir. Il y en a à qui ça convient pas mal, mais la majorité, puisque la courbe, c'est quand même une courbe qui est faite sur des milliers de réponses, montre bien qu'il y a un décalage progressif. Et donc, ces auteurs parlent même d'une épidémie de déficit de sommeil chez les adolescents, et donc il faut s'attacher à ce problème. Alors, on retrouve ce genre de données. Les besoins de sommeil, c'est 9 heures au lycée, donc à l'Athénée, et 8 heures à l'université. Eh bien, en réalité, en jour de semaine, hein,
il y a un déficit donc important de environ 7 heures à l'école secondaire et à l'université. Vous voyez que il y a un déficit quand même qui existe. Et bien entendu, les causes sont nombreuses également. Participe à ce déficit de sommeil la présence d'équipements électroniques. Bon, ça c'est bien connu. 4 équipements correspondent à 30 minutes de sommeil en moins par nuit. Donc, c'est une question qui reste ouverte. On peut dire que les rythmes scolaires sont mieux adaptés aux besoins de la société qu'aux besoins des enfants et des élèves. Ça, je pense que c'est une conclusion qui est suggérée par ce type d'études. Et donc, il faudrait peut-être adapter l'heure de début des cours en fonction de cela. Personnellement, quand j'ai le choix, je préfère donner cours l'après-midi. Bon. Alors, donc, le lien avec des troubles de l'humeur. Alors, on sait qu'il y a un lien avec les dépressions saisonnières, la dépression et les troubles bipolaires. Donc ça, bon, c'est un des articles, c'est le premier article qui a décrit cela, un article fameux d'un psychiatre américain, Rosenthal, où il a appelé ça Seasonal Affective Disorder, SAD. C'est un acronyme qui signifie triste en anglais. Et SAD, donc ça, simplement, c'est le fait bien connu maintenant qu'il y a des gens qui se sentent plus déprimés l'hiver, hein, l'automne et l'hiver, qu'en été. Alors, on sait qu'il y a un lien avec l'horloge circadienne, on appelle ça aussi la dépression hivernale, et le traitement par la lumière est un traitement de choix. Et là également, donc je prends de la luminothérapie. Je pense qu'ici, voilà, il y a ça a été développé au cours de la dernière décennie. Avant, il fallait aller faire des traitements de luminothérapie à l'hôpital, dans les services du sommeil. Maintenant, il existe des lampes qu'on peut acheter et selon un certain protocole, se traiter par la lumière, et c'est assez efficace. L'alternative, c'est évidemment d'aller en vacances dans un pays ensoleillé. C'est toute l'année, c'est donc... Oui, non, c'est l'hiver, c'est surtout l'hiver que ça pose un problème. C'est surtout l'hiver. Voilà, il y a différents modèles de casque ou bien écran. Ce sont donc... Alors, il y a également, et ça c'est assez récent, des liens qui ont été mis en évidence entre les rythmes circadiens et le comportement maniaque. Et là, on est plutôt dans ce qu'on appelle les troubles bipolaires, hein, les manies ou dépressions. Mais c'est chez les rongeurs qu'on étudie ça. Par exemple, chez la souris, si on perturbe l'horloge circadienne en mutant la protéine, le gène clock, qui est un gène central de l'horloge, eh bien, il a été assez surprenant d'observer qu'il y avait chez ces souris des comportements, alors on ne peut pas parler de comportement maniaque chez la souris, mais c'est ce qu'on appelle un modèle animal. C'est-à-dire qu'il y a des traits de comportement qui rappellent, hein, c'est ça évidemment le but des modèles animaux, c'est d'étudier des bases moléculaires et puis de développer une approche éventuellement médicamenteuse. Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer? On ne connaît pas encore bien entendu le détail, mais ce qu'on sait, d'abord on sait depuis longtemps que le lithium a un effet sur l'emphase maniaque, mais le lithium, eh bien, je veux montrer par la suite, il est lié à l'horloge circadienne, il pourrait être lié à l'horloge circadienne. Ça, c'est un article récent qui montre donc que les rythmes circadiens sont liés aux troubles de l'humeur. Dépression, par exemple, ou phase maniaque, ou troubles bipolaires, éventuellement. Alors, donc, ça, c'est dans l'article de Pennes dont je parlais, hein, Mania-like behavior induced by disruption of clock. Mais il y a un autre, donc, comment est-ce que le lithium pourrait être impliqué? Eh bien voilà, un autre réverb alpha, je n'en ai pas parlé, c'est un autre composant de l'horloge circadienne. Et il est contrôlé par le lithium. Et le lithium, comme je disais, est utilisé pour la phase maniaque. Alors il y a au moins trois endroits dans l'horloge circadienne où on pourrait avoir, voire 4 même. À ces 4 endroits, il y a des étapes sensibles au lithium. Et peut-être que le lithium pourrait allonger la période de l'horloge circadienne, parce que c'est un inhibiteur d'une enzyme qui s'appelle la glycogène synthase kinase 3. Donc, c'est ce qu'on essaye de voir dans l'étude du modèle. Qu'est-ce qui se passe quand on décroît la vitesse de ces réactions? Bon, et comment est-ce qu'une variation de la période de l'horloge pourrait avoir un effet sur l'humeur? Bon, la question reste ouverte. Mais ces liens
sont plus que plausibles. Alors, il y a pas mal d'études actuellement qui se concentrent sur le lien entre l'horloge circadienne et cancer. C'est-à-dire perturbation sévère de l'horloge circadienne et risque de cancer. Alors, il y a deux méthodes qui ont été appliquées. L'une, c'est de perturber l'horloge par ce qu'on appelle le décalage horaire chronique. C'est-à-dire que si vous allez aux États-Unis, vous ne vous sentez pas bien parce que vous êtes en décalage horaire pendant quelques jours et puis on se remet en phase. Eh bien, chez la souris, on peut les empêcher de se remettre en phase. Je vais vous montrer que, par exemple, tous les 2 jours, on peut faire un décalage horaire. Donc l'horloge est continuellement perturbée. Et ça permet d'étudier l'effet sur la physiologie de l'organisme. Et l'autre, c'est de faire une lésion des noyaux sparchiasmatiques. Là, on détruit les rythmes circadiens. Quel est l'effet? Quel est l'effet? Eh bien, on voit qu'une perturbation importante de l'horloge favorise la croissance tumorale. Voilà par exemple ce qu'on fait dans une équipe à Paris. Il y a 2 groupes donc de souris à qui on greffe une tumeur pour voir la croissance de la tumeur au cours du temps. Ici, on est en jour. Ça, c'est le groupe contrôle, donc la tumeur va croître. Et ça, c'est les souris dont on a perturbé l'horloge circadienne. Et on voit que la croissance est plus forte. Comme si l'horloge circadienne protégeait de la croissance tumorale. Une bonne horloge circadienne protégeait donc du cancer. Autre expérience, là on est avec des mutants, c'est une souris chez laquelle le gène période 2, PER2, est muté. Donc son horloge circadienne est perturbée. Eh bien, la survie, donc lorsqu'on soumet ces souris à un traitement mutagène, eh bien, après un certain temps, ici on est en semaine, il va y avoir des tumeurs qui vont se... Dans les 2 cas, les tumeurs vont se développer, mais ça c'est chez la souris dont le gène période 2 est muté, il n'y a pas d'horloge circadienne. La survie, le pourcentage de survie est plus grand chez ce qu'on appelle le type sauvage, ça c'est le pourcentage de survie, que chez la souris mutée. Donc là aussi, l'horloge circadienne protège de la croissance tumorale. Pourquoi? Pourquoi ce lien? Eh bien, c'est de nouveau des études assez récentes, de 2003. Ça, c'est l'horloge circadienne, très simplifiée, clock B-1 et cri et pair. Eh bien, cette horloge contrôle une enzyme qu'on appelle WEE1, qui joue un rôle dans le cycle cellulaire. Donc, les 2 horloges sont couplées. Hein, c'est comme des engrenages. Ça, c'est l'engrenage qui fait tourner le cycle cellulaire. Ça, c'est l'engrenage qui fait tourner l'horloge circadienne. L'horloge circadienne contrôle le cycle cellulaire. C'est pour ça que le cycle cellulaire a souvent une période de 24 heures. Parce qu'il est entraîné par l'horloge circadienne. Dans certains cas, s'il y a un trouble de l'horloge circadienne, eh bien, le cycle cellulaire n'est plus entraîné par l'horloge circadienne. Et ça peut éventuellement donner des perturbations, puisque l'horloge circadienne est elle-même entraînée par le cycle lumière-obscurité. Donc le cycle cellulaire n'est plus en phase avec le cycle lumière-obscurité. Et ça m'amène à évoquer des travaux déjà assez anciens. Dès 1987, un certain Stevens avait émis une hypothèse que l'éclairage nocturne, alors que l'organisme doit en principe se reposer, c'est la nuit, l'éclairage nocturne pourrait favoriser certains types de cancers. À l'époque, il a été traité avec pas mal de dédain et personne ne croyait à ce genre de choses. Récemment, il y a eu une étude du groupe de travail de l'Agence internationale de recherche sur le cancer à Lyon qui se basait en fait sur 2 types de résultats. Le premier type de résultat, c'est chez l'animal, je viens de vous en parler. Que l'horloge circadienne perturbée ne protège moins, une perturbation de l'horloge circadienne réduit la protection contre le cancer. Ça, c'est une directe, hein. C'est Sufficient Evidence in Experimental Animals. Et puis l'autre, ce sont des études épidémiologiques. Donc là, on fait des études sur des milliers de personnes. Il faut savoir que le travail nocturne concerne entre 15 et 20% de la population. Donc c'est vraiment un problème de société majeur, économique et social, et de santé publique. Et donc il y a des études en cours actuellement d'épidémiologie qui montrent que c'est un risque dont il faut tenir compte. Un risque à côté d'autres risques, hein, par exemple le tabac et ainsi de suite. Mais il y a donc, et il s'agirait d'essayer de déterminer les schémas de travail nocturne qui sont les moins nocifs. Parce qu'il y a ceux qui ont un schéma constant,
hein, où les gens, par exemple, travaillent chaque nuit, mettons de 8 h du soir jusqu'à 4 h du matin, par exemple. Et il y en a d'autres où il y a les 3 x 8, hein, où on tourne. Est-ce que l'un est préférable à l'autre? Donc il y a des problèmes de santé publique qui sont évidemment majeurs et qui montrent qu'il y a un lien entre... donc il y a un numéro ici qui a été publié en 2008 à ce sujet. Alors, un autre aspect qui est évidemment beaucoup plus anodin, mais néanmoins qui touche la plupart de ceux qui voyagent et qui traversent les fuseaux horaires, c'est le décalage horaire. Et ça, ça consiste donc, vous allez aux États-Unis et vous êtes décalé de 6 heures ou de 9 heures en fonction du voyage à la côte Est ou à la côte Ouest, par exemple. Eh bien, ça, ce sont des simulations dans le modèle qui montrent comment ce décalage horaire dans le modèle est suivi, s'accompagne d'un retour en phase. Et vous voyez que l'horloge circadienne, ça c'est une prédiction théorique ici, l'amplitude des oscillations est perturbée et puis retourne vers la normale. Ce n'est pas seulement une question de phase, c'est aussi une question d'amplitude. Et peut-être que le malaise physiologique qu'on ressent est lié aux deux. Alors, au fait que l'amplitude est différente et la phase, donc, le système doit se remettre en phase. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'étudier des protocoles qui permettent de limiter la variation de l'amplitude et d'accélérer le retour en phase. Donc, voilà par exemple ici, typiquement, ça c'est le cycle lumière-obscurité. Eh bien, quand on va aux États-Unis, eh bien, on augmente la période de la phase lumineuse. Et donc, pour se remettre en phase, typiquement, il faut compter un jour par... c'est ce qu'on compte généralement, un jour par heure. 6 heures de décalage, 6 jours pour se remettre en phase. Eh bien, on retrouve un peu ça dans les simulations numériques. Et si on utilise un décalage horaire chronique comme on fait chez la souris, eh bien, tous les 2 jours, on raccourcit la phase obscure, par exemple, de 8 heures. Et en faisant ça, eh bien, on perturbe gravement l'horloge circadienne. Je pense que j'ai là des courbes, d'abord des courbes expérimentales. Ça, c'est l'horloge non perturbée. Ça, c'est quand on a un décalage horaire chronique. C'est le cycle d'activité chez la souris. Et quand on étudie ça dans le modèle, eh bien, le système peut avoir un comportement chaotique. Ce sont des comportements sévères, mais qui sont faits afin justement de perturber. Alors, quelques mots sur la chronopharmacologie. C'est un domaine en pleine expansion, mais qui tient compte donc du temps d'administration des médicaments. Alors, ça c'est un livre qui a été publié il y a une vingtaine d'années, Chronopharmacologie, et je montre seulement 2 types de résultats. En pharmacologie, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on fait une courbe dose-réponse. C'est-à-dire, ici typiquement, on prend un médicament qui induit le sommeil chez le rat, on varie la dose, et ça c'est ce qu'on trouve à 1h30 du matin. Donc, quand on augmente la dose, on augmente la durée du sommeil, ici. Et ça, c'est 50%. Et puis, on refait l'expérience à 19h30, ou bien à 13h30, ou bien à 7h30. Et les résultats sont très variables. Vous voyez qu'ici, les doses doivent être beaucoup plus élevées à 7h30, et la durée est plus élevée également. Donc, c'est pour ça que les expériences sur les rongeurs, il faut toujours indiquer l'heure à laquelle elles sont faites. À 8 h du matin ou à 4 h l'après-midi. Parce que vous voyez qu'on n'a pas le même résultat. Alors, pourquoi a-t-on cette variabilité? Eh bien, voilà un autre exemple classique qui date de 1974. De nouveau, on a ici, c'est la durée du sommeil, les symboles ici. La durée du sommeil chez le rat, donc induite par l'exode orbital. Bon, alors, vous voyez ici qu'on est à peu près à ça, 50, ça c'est combien? C'est 60. Oui, donc 55. On est à 55 minutes, puis ça décroît jusqu'à quelque chose comme 45 000, 47 minutes, et puis ça augmente à nouveau. Au cours de la journée, hein, ça c'est 24 heures. Pourquoi a-t-on un minimum ici? C'est la même dose qui est utilisée. Eh bien, quand on dose l'enzyme qui détruit le médicament, l'enzyme qui détruit le médicament, il a un rythme circadien, c'est-à-dire qu'il passe par un maximum d'activité à cette heure-ci. Et puis ça décroît. Pourquoi y a-t-il un rythme d'activité? Parce qu'il est contrôlé par l'horloge circadienne. L'horloge circadienne contrôle l'expression d'un grand nombre de gènes. Donc c'est assez logique de voir que lorsque l'enzyme est maximum, à une activité maximum, il détruit plus de médicaments. Et puisque la même dose est donnée, plus le médicament est détruit, moins la durée de l'effet sera grande. Et donc il y a moins de durée de sommeil. Alors ce qui est vrai dans ce cas-là, ce n'est pas étonnant que ce soit vrai pour beaucoup de médicaments.
et beaucoup de médicaments ont un effet qui varie en fonction de l'heure de la journée, et c'est ça l'objet d'étude de la chronopharmacologie. Alors, un domaine où c'est assez étudié, mais ça progresse très lentement, c'est le domaine de la cancérologie. En cancérologie, il y a certains cancérologues qui, donc d'abord on traite certains types de cancer par un cocktail de médicaments. Ça par exemple c'est le 5-fluorouracil, l'oxaliplatine. Ils ont montré, et c'est le travail de Francis Lévy qui est un cancérologue à Paris, ils ont montré que le 5-FU est plus actif à 4 h du matin, et tandis que l'oxaliplatine c'est à 4 h de l'après-midi. Alors il y a plusieurs aspects, plus actifs et moins toxiques. Donc on appelle ça la chronotolérance et la chronoefficacité. Pourquoi a-t-on donc le 5-FU plus actif et mieux toléré à 4 h de l'après-midi? Eh bien parce qu'il s'attaque aux cellules qui sont en train de se diviser. Et les cellules qui se divisent, il y a un pic de division cellulaire la nuit. Et c'est pour ça que le médicament donc, serait plus actif à certains moments qu'à d'autres. Et bien entendu, il faut que les tissus sains et les tissus cancéreux répondent de manière différente. Parce que le but, c'est de tuer les tissus cancéreux et de ne pas porter tort aux tissus sains. Donc ça, c'est donc un domaine d'étude actuel. Et pour terminer, un autre sujet qui est bien entendu très discuté, et surtout à l'heure actuelle, mais chaque année en fait, c'est périodique bien entendu, c'est le changement d'heure, 2 fois par an. C'est cette nuit. C'est cette nuit, voilà. Et c'est pour ça que la date de cet exposé a été choisie d'ailleurs. C'était pour être en phase avec cette question. Et donc maintenant on va avancer d'1 heure, donc on va perdre 1 heure de sommeil, tandis qu'en octobre, eh bien, on aura 1 heure de sommeil en plus. Alors, d'où vient cette idée? Eh bien, le premier, semble-t-il, qui ait proposé ça, c'est Benjamin Franklin. Je pense qu'il était à l'époque ambassadeur des États-Unis en France. Et sous un nom d'emprunt, il y avait dans le journal de Paris, il a fait paraître un article, et je n'ai trouvé cet article malheureusement pas en français, mais en anglais. Mais c'est assez étonnant. Donc en fait, il disait qu'une immense somme d'argent pourrait être économisée par la ville de Paris en utilisant la lumière du soleil au lieu de la lumière des chandelles. Et il propose en fait un certain nombre de mesures. Par exemple, il propose une taxe par fenêtre, sur chaque fenêtre qui a des volets qui empêchent la lumière du soleil d'entrer dans la pièce. Ça, c'est sa première proposition. Deuxièmement, une taxe sur les chandelles. Hein. Et troisièmement, pour empêcher les gens, après le coucher du soleil, de circuler, sauf les médecins, les sages-femmes, et chaque jour, dès que le soleil se lève, de sonner les cloches dans chaque église pour que tout le monde se mette debout. Donc, en fait, cette idée a été reprise, semble-t-il, en Angleterre par un industriel aux alentours de 1900, Willett, qui s'appelle The Waste of Daylight, with the count of the progress of the Daylight Saving Bill. Il a eu une grande influence parce que l'Angleterre a mis ça en action en 1916. La côté européenne, c'était dans les années 1970, lors du choc pétrolier. Et c'est très discuté. Il y a des gens qui sont farouchement contre. Il existe une association contre l'heure d'été double en France. Du point de vue économique, alors c'est pas mon domaine, mais je me suis quand même renseigné. Bon, il y a à l'ULB Walter Eck, qui est un collègue et ami, s'exprime souvent sur la question pour dire qu'il n'y a pas de gain économique. L'idée, évidemment, c'est de réduire l'électricité, la consommation d'électricité. Il n'y a pas de gain économique. Et il y a une expérience intéressante, c'est un article de 2008, un préprint, aux États-Unis, dans l'Indiana. Il y a certains comtés dans l'Indiana qui appliquent le changement d'heure et d'autres qui ne l'appliquent pas. Et donc, ils peuvent comparer la consommation d'électricité. Ils arrivent à la conclusion qu'elle est plus grande lorsqu'on applique le changement d'heure. Oui, il faut chauffer. Il faut chauffer. Hein, on se lève plus tôt, il faut chauffer. Et voilà. Alors, c'est clair qu'il y a beaucoup de discussions. D'un point de vue scientifique, je pense qu'un facteur très important, c'est un facteur social.
il y a beaucoup de gens qui apprécient les soirées longues et je crois que c'est ça le motif principal de satisfaction, c'est qu'on a plus de temps le soir pour monter des soirées. Mais il y a un article intéressant qui date de 2008, c'est récent donc, et qui est souvent utilisé par les adversaires. C'est un article qui a été publié dans un journal très de qualité, le New England Journal of Medicine, par 2 chercheurs suédois, qui montrent qu'il y a un impact du changement d'heure sur le risque d'infarctus. Alors, ce n'est pas énorme comme impact, mais voilà. Ça, c'est donc dans la semaine qui suit le changement d'heure en été et dans la semaine qui suit le changement d'heure à l'automne. Et donc, la ligne en pointillé, c'est la situation normale, hein, donc avant. Et vous voyez qu'il y a un accroissement de 5%. Un accroissement de 5% dans les jours qui suivent le changement d'heure en été. 5% du risque. Tandis que en automne, c'est le contraire. Il y a au contraire moins de cas. Alors, à quoi c'est dû? Il est plausible. D'abord, on sait très bien que le lundi est le jour le plus dangereux, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que c'est la transition, je vous ai montré l'illustration, entre la durée de sommeil longue pendant le week-end, on prend le temps de dormir autant qu'on a besoin, et puis le lundi, il faut se lever tôt pour aller travailler à l'horaire imposé. Et donc le stress est maximum à cette transition. Donc ce que ça suggère, c'est de limiter au maximum le stress, par exemple en s'habituant progressivement, c'est un peu tard pour le dire en ce qui nous concerne aujourd'hui, mais bon, c'est ou bien de se lever et de commencer 1 heure plus tard, au début en tout cas. Donc de faire ça en douceur. Curieusement, cette année, en ce qui me concerne, je suis entraîné au cycle externe parce que j'ai tendance à me réveiller vers 6h, 6h15, plutôt que d'habitude. Et d'ailleurs, il y a une variation de l'heure d'éveil en fonction du temps, donc avec le cycle lumière-obscurité. Donc, voilà, ce sont des données qu'on peut rationaliser en termes du fait qu'on sait très bien que le stress lié à la diminution du temps de sommeil doit être évité autant que possible, doit être lissé, si j'ose dire, pour éviter ce genre de choses. Et alors, il conclut donc ici un pattern d'heures d'endormissement, ou bien il suggère d'aller dormir plus tard, donc de se réveiller plus tard le lundi pourrait résoudre le problème. Simplement. Donc il faudra adapter l'horaire de la semaine à ça. Et il y a un des groupes qui étudie ça, c'est le groupe de Ronneberg, et qui lui étudie l'effet de ça. Et ça, c'est donc le cycle lumière-obscurité au cours de l'année. Et en fait, on voit que l'heure, on a tendance à être entraîné par le cycle lumière-obscurité. Hein. Donc ça, c'est l'heure d'éveil, qui est de plus en plus tôt lorsque la phase de lumière commence de plus en plus tôt. Mais lui, il suggère que les changements d'heure perturbent le lien entre l'horloge, donc le cycle veille-sommeil, et le cycle des saisons. Et qu'il aurait plutôt tendance à dire que, d'un point de vue biologique, ce serait mieux de l'éviter. Il faut dire que chez certaines personnes, ça a l'air anodin 1 heure de se réveiller 1 heure avant, mais en fait, l'effet peut se prolonger pendant 1 semaine ou 2. Hein, il y a des changements hormonaux qu'on peut mesurer, donc ça dépend. Seulement, c'est vraiment une question sociale, il y a beaucoup de gens qui trouvent que le jeu en vaut la chandelle. Et il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Donc voilà, je termine là-dessus donc en soulignant une fois de plus que ce phénomène de rotation de la Terre sur son axe donne l'alternance du jour et de la nuit et a fait émerger au cours de l'évolution une horloge circadienne chez la plupart des organismes vivants qui représente chez l'homme en particulier un des rythmes fondamentaux et dont l'effet est marquant dans notre vie quotidienne. Et donc je serai heureux de répondre à vos questions. Je peux simplement vous dire que oui, ça c'est un livre que j'ai publié il y a déjà pas mal de temps, mais qui est assez technique, et bon, plus avec des équations, mais ceci reprend pas mal de données. Un des chapitres est consacré au rythme circadien, mais tous les rythmes biologiques sont traités, parce qu'il y en a beaucoup d'autres que j'ai mentionnés, de manière non mathématique. Il y a des résultats qui sont montrés, mais voilà, et vous reconnaissez ici les courbes que je vous ai montrées. C'est le même artiste, d'ailleurs, Gottfried Wigand, qui a réalisé ces 2 œuvres. Je vous remercie beaucoup.
Il nous reste à te remercier de cet exposé extrêmement varié et impressionnant. Alors voilà, l'orateur est prêt à répondre à toutes les questions pendant un temps limité. Oui, monsieur. Oui. Vous ne semblez pas avoir étudié les populations qui vivent au-delà du cercle polaire. Oui, oui, non, bien entendu. Il y a des variations, bien entendu, dans la durée de la photopériode en fonction de la latitude. C'est sûr qu'il y a des effets qui sont bien connus sur l'humeur, j'en ai parlé. Chez certaines populations animales, il n'y a plus de rythme saisonnier. Le rythme de reproduction dans certaines espèces de mammifères disparaît dans certaines espèces de rennes situées dans le Grand Nord, par exemple. Et chez l'être humain, on connaît les effets sur l'humeur, par exemple, sur la dépression. C'est ce qu'on a tendance, mais ils n'ont pas le monopole, par exemple, du taux de suicide. Il y a d'autres pays qui sont plus proches de chez nous, par exemple, où c'est connu également. Donc il y a bien entendu des effets. Mais ils ont une horloge circadienne. Ils ont un cycle veille-sommeil. Simplement, il y a moins de synchronisation par le cycle lumière-obscurité et surtout, il y a une exposition à une photopériode. Il y a donc des phases beaucoup plus longues où il y a des jours courts. Et donc ça a des effets sans doute sur l'humeur, probablement. Oui. Monsieur, est-ce que les gens qui pratiquent des choses du genre yoga, respiration, des histoires comme ça, ils disent que leur humeur peut s'en ressentir très fort. Est-ce que vous rencontrez ces choses-là? Écoutez, d'abord, je dois ajouter, ça a été dit, mais je suis chimiste et pas médecin. Donc je touche à des sujets qui concernent la physiologie parce que le sujet s'y prête, bien entendu. Mais je ne suis pas un spécialiste des aspects médicaux des rythmes circadiens. Je ne sais pas en particulier comment fonctionne l'horloge circadienne de ceux qui pratiquent la méditation transcendantale ou le yoga. Beaucoup de choses sont liées, donc c'est sûrement intéressant, mais je ne sais pas, et probablement ça a été fait. Mais je ne sais pas, je ne peux pas répondre à la question. Maintenant, ces personnes ont un rythme circadien comme tout le monde. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs si on peut, je pense qu'on peut vivre sans... Il y a des gens qui par exemple, qui ont perdu le cycle veille-sommeil, mais c'est d'autres types de maladies. La narcolepsie. La narcolepsie est une maladie dans laquelle les gens peuvent tomber endormis et de manière aléatoire au cours de la journée. C'est pas lié, il y a peut-être un lien avec l'horloge circadienne, mais enfin il y a d'autres molécules qui sont impliquées. On peut vivre avec ça, c'est dangereux d'ailleurs, surtout si on est en train de conduire une voiture. Mais bon. Et les malheureux vieux qui perdent la tête, il paraît qu'ils perdent aussi, ils réveillent leurs enfants à 3 h du matin pour manger. Oui, bien entendu, oui. L'horloge circadienne peut se désynchroniser au cours du temps, ça c'est sûr, ça c'est vrai. Il y avait ici là-bas. Oui. Est-ce que les ondes émises par les GSM pourraient avoir une influence? Je pense qu'il y a des gens qui étudient cette question, mais je ne peux pas vous répondre. Mais il n'y a pas d'effet qui a été noté, mais il y a des hypothèses. Ceux qui étudient en particulier des perturbations éventuelles pensent que ça pourrait éventuellement passer par l'horloge circadienne, mais il n'y a rien d'établi à l'heure actuelle. Mais ça semble un peu curieux que l'évolution n'ait pas amené l'horloge circadienne d'être chronophile, par exemple, à 24 heures. C'est presque 24 heures. 24 heures et quelques minutes. Ah oui, eh bien, non, bien entendu. Mais je pense, ça on a étudié cette question. Et il est plus facile d'entraîner un oscillateur qui a une période légèrement différente de 24 heures, à la période de 24 heures, que s'il avait vraiment la période de 24 heures. L'interaction d'un oscillateur de 24 heures exactement avec un cycle lumière-obscurité de 24 heures exactement peut donner plus facilement du quasi-périodique que de l'entraînement. La zone d'entraînement est meilleure quand c'est légèrement différent. Il y a un domaine d'entraînement. Par exemple, typiquement, une horloge circadienne peut être entraînée dans un domaine qui va de 20 heures à 28 heures. Si la période était plus différente, par exemple 16 heures, on pourrait ne pas avoir d'entraînement. Ce serait assez gênant d'ailleurs.
Parce que si on n'avait pas d'entraînement, il suffit de penser à ce qui se passerait. Certains jours, on irait dormir à 6 h de l'après-midi, et 3 semaines plus tard, ce serait peut-être à 11 h du soir, et puis à 4 h du matin. Donc on serait dans la situation des gens qui n'ont pas l'entraînement par le cycle lumière-obscurité. Oui. Est-ce qu'il y a un lien établi entre la durée du cycle menstruel et le mouvement lunaire? Non, aucun. Aucun. Et ça, on le voit très bien quand on compare, je le fais dans le bouquin d'ailleurs, je fais le tableau des différentes espèces animales. Chez la femme, c'est 28 jours, mais il y a d'autres espèces tout à fait respectables. Où c'est 15 jours, où c'est... J'allais dire aussi respectables, mais toutes les formes de vie sont respectables. Oh, ah oui, espèce. Bah, ce sont... L'être humain est une espèce animale, ça, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas... Oui, je me considère comme un animal. Mais... et pas d'insecte. Oui, mais attention. Non, pas une plante en tout cas. Mais non, je pense que 28 jours, il se fait, je crois que c'est un hasard qui est dû au fait qu'il y a deux phases du cycle menstruel. Il y a la phase donc, folliculaire, les follicules se développent, l'ovule est émis, ovulation et puis suivi de phase lutéale, 14 jours et 14 jours. La somme, c'est l'ovulation juste au milieu. C'est un hasard, mais il y a des cycles ovariens qui peuvent avoir des périodes différentes. Oui. Quelle est l'espérance de vie d'un papillon monarque? Ah, je pense que c'est quelques mois. Mais oui, c'est pour ça que je me demandais pourquoi on l'utilise comme un animal migratoire. Oui. Parce qu'il n'a pas le temps de revenir dans une saison. Non, mais c'est la génération suivante qui revient. Ah, okay. Oui. Oui, mais il y a beaucoup de mystères remarquables. Hein. C'est un phénomène fascinant. Ma question porte sur les rythmes en général et pas seulement sur les rythmes circadiens. Vous avez dit au début qu'on connaissait un exemple d'oxydation chimique, c'est la réaction de Jabotinsky, mais que c'est assez rare en chimie et qu'on les trouve évidemment abondamment dans la vie. Mais nous, c'est notre façon de découper le réel entre le non-vivant et le vivant. Ma question est, dans quelle mesure on ne peut pas considérer la vie comme un système chimique oscillatoire qui s'est emballé au cours de l'évolution et qui, voilà. Et donc, c'est une autre façon de le regarder. Non, bien entendu. D'abord, je suis tout à fait d'accord que c'est de la chimie aussi, bien entendu. C'est bien entendu. Mais seulement, il y a quand même une différence entre la réaction de Jabotinsky, il faut que quelqu'un mélange in vitro dans le récipient pour voir le phénomène, et les êtres vivants, chez qui c'est spontané. C'est l'auto-organisation. Et donc, là aussi, c'est l'auto-organisation chimique. Mais il y a quand même une différence entre ce qui se passe dans un tube à essai et les rythmes spontanés qu'on observe chez tous les êtres vivants, où là, c'est une auto-organisation temporelle, spontanée, mais qui se passe dans des organismes qui se reproduisent, qui s'auto-reproduisent, qui ont les caractéristiques de la vie. Est-ce qu'on peut imaginer comme ça qu'un système, il y a 2 milliards, 3 milliards d'années, ce soit ni sans ni de chimistes, ni de grands... Ah, mais bien entendu, ça c'est comme ça que la vie sans doute est apparue. Ah, ça oui, au cours de l'évolution, et puis avec formation de membranes, d'un métabolisme, et puis quand la cellule a dû se diviser au cours de l'évolution, il y a quand même eu des mécanismes qui se sont mis en place, et on sait maintenant que le cycle de division cellulaire, il est régi par une horloge biochimique. La biochimie, c'est de la chimie. Mais c'est de la chimie qui est le terme d'une évolution extraordinaire. Les enzymes, ce sont des catalyseurs. S'il n'y avait pas d'enzymes, donc de catalyseurs biochimiques, certaines réactions ne se produiraient pas. Mais il a fallu évoluer, l'évolution de milliards d'années pour voir apparaître ces catalyseurs spécialisés, les acides nucléiques, et toutes ces machineries qui caractérisent les organismes vivants. Mais fondamentalement, c'est de la chimie, ça c'est sûr. Bien, je crois qu'on devra arrêter les questions parce que nous devons partir. Je voudrais remercier l'explorateur d'avoir fait d'abord un brillant exposé et d'avoir répondu aux questions.